une production du Studio SF. Salutations groupe, bienvenue encore une fois à Jay du Temple Discute, j'espère que vous allez bien. En direct du Studio SF que vous pouvez louer. Si jamais vous avez envie d'avoir des conversations comme ça, c'est possible de louer le studio. Vous avez juste à écrire un courriel à sansfiltrepodcast@gmail.com et le tour est joué. Mon invité d'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, c'est mon brother from another mother. Je l'aime énormément. C'est un être humain sensible, brillant, drôle, intelligent. Il est extraordinaire. Puis, bref, je laisse la conversation parler d'elle-même. Voici mon ami Joey Anna. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles Jay du Temple Discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. 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 Bro! Hey, tu me manques. Ben, tu me manques aussi, mon ami. Je suis content qu'on fasse ça. Ben, moi aussi. Ouais? Moi aussi. J'étais content quand je t'ai dit, hey, si tu veux, le studio a réouvert, on pourrait taper un podcast. J'étais tellement content de. Tu sais comment ça se sent quand quelqu'un, ça y tente, là? Oui. Puis là, t'étais comme, oui, quand, go, demain, là. Tu vois, je suis volontaire. T'es très hot. Volontaire et présent, par ailleurs. Ouais. La dernière fois, ça avait été un beau moment, le podcast qu'on avait fait. Je pense que oui. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires. Alors, merci pour ça. Merci de m'avoir donné une tribune. Je le prends, mais j'ai rien fait. C'est vraiment... c'est tout à ton honneur. C'est drôle parce que en ce moment... évidemment, la vie est comme sur une drôle de pause, là, ça repart tranquillement. Mm-hmm. Mais quand même, depuis des mois, malgré le fait... Ce qui me fascine de toi puis moi, c'est que, oui, évidemment, on est des amis, on est proches, mais je trouve que dans nos milieux respectifs, on dirait qu'on suit les mêmes étapes. On dirait qu'on est rendu sensiblement, entre guillemets, au même niveau. Même que là, par le plus pur des hasards, les deux, on habite chez nos parents. Ouais. Par un concours de circonstances quelconque. Des transitions de vie, comme on dit. Mais en même temps... Dans nos milieux respectifs, tu sais, t'es à la maîtrise. Tu sais, comme t'es à la maîtrise. Ouais. Puis t'es chez tes parents. Moi, je vais animer à rouge, puis je suis chez mes parents. Mais je pense que c'est des cheminements de vie, puis je pense que c'est des réflexions similaires qu'on fait au même moment. Est-ce que c'est teinté par les circonstances, par... je sais pas, je sais vraiment pas, mais c'est vrai que c'est un drôle de hasard. Puis ça fait plusieurs fois qu'on se dit ça aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on se dit « Hey, il me semble qu'on est à un moment charnière. » Puis tu me dis « Hey, moi aussi, je me sens comme ça. » Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui... ou du moins qu'on puisse s'accompagner là-dedans. Là. Ouais. Alors, tant mieux pour nous, comme on dit. Ouais, absolument. Puis je trouve que nos réflexions, même par rapport à notre métier ou par rapport à où on en est ou ce qu'on veut faire, souvent sont assez connectés aussi. Même avant qu'on s'en parle, tu sais, souvent. Tout à fait. Tu vas me partager quelque chose, je vais dire, ben mon Dieu, je suis à la même place. Tout à fait. Puis même si c'est des milieux qui sont très différents, puis pour rappeler aux gens, je veux dire, t'es humoriste, je suis avocat. Absolument. Il en reste pas moins qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances ou du moins des parallèles qu'on peut faire. Là. Les deux, on est redevable d'un certain public. Il est différent, mais il en reste pas moins qu'on a un auditoire, on est en prestation, on a un message à livrer, puis on fait partie, on a un statut dans la société ou dans notre milieu. Puis on fait partie aussi d'un réseau, ou du moins d'une micro-société. Et est-ce qu'on s'identifie à cette société-là? Est-ce qu'on s'identifie à nos pairs? Est-ce qu'il y a des choses qui nous choquent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer? Donc, tous les deux, on est là-dedans, mais dans des milieux différents, mais dans des réflexions qui sont assez connexes. Donc, ouais. Depuis la dernière fois aussi qu'on s'est parlé... T'es maintenant t'as été récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur. Tu sais que ça me gêne, ça. Mais on s'en fout, là, il n'y a personne. Non, mais c'est à mentionner parce que j'ai enregistré un podcast avec les gars du Sans Filtre cette semaine, puis PH Pidom. Puis je parlais du documentaire de Michelle Obama, Become, puis comment... elle puis Barack aussi, là je parle d'eux autres comme si je les connaissais, là, mes bons chums, grands amis. Michel puis Barack. Ben oui. Comment, mettons, le fait que
l'un et l'autre s'inspirent, tu sais, que, mettons, quand elle a rencontré Barack, ben son implication sociale l'a incité, elle, à en faire plus. Puis je te nommais en exemple à quel point on vit dans un monde aussi, tu sais, là, on parle beaucoup des influenceurs ou de ci, puis de ça, puis des réseaux sociaux, mais c'est fascinant, puis on parlait de ça au téléphone cette semaine, à quel point notre entourage, c'est les personnes qui ont le plus d'influence sur nous et vice-versa. Ouais. Puis je te nommais un exemple à dire, moi, un gars comme Joey me force à m'impliquer plus, ou du moins à me poser des questions, à faire qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire de plus, tu sais? Bien, merci, je le prends comme une belle fleur. Tu sais que j'ai pas la prétention d'avoir ce statut-là qu'être celui d'un influenceur ou d'être quelqu'un qui veut livrer le grand message, là, disons-le comme ça, là, mais merci, je veux dire... c'est réciproque ce qu'on vit aussi, là, c'est-à-dire, toi puis moi, on s'auto-influence, on s'apprend l'un et l'autre, puis c'est mutuel là-dedans, mais tu as raison que définitivement, c'est dans notre entourage immédiat qu'on peut faire une différence réelle, là. Ouais. De ce temps-là, comment tu te sens, toi? Comment tu vis tout ça? T'en es rendu où dans tes réflexions ou tes lectures? Oh my God! Loin. Deep, dark. Dark and stormy. Je sais pas, man. Je sais pas. Je faisais la réflexion, du moins, j'étais en cours hier, puis on parlait de la manière d'approcher les sciences sociales. Il y a des idéalistes qui vont dire voici le monde auquel j'aspire, puis il y a des gens qui vont partir de la société dans laquelle on est, puis on va dire voici les problèmes de la société, voici comment on la corrige. J'essaie encore de me positionner là-dedans, de me dire, est-ce que la société dans laquelle on vit, est-ce qu'elle me convient? Est-ce que je veux imaginer une société qui est différente? Est-ce qu'il s'agit simplement d'améliorer la société dans laquelle je vis et je participe? Je ne sais pas encore, mais je trouve que c'est un beau moment parce que quand tu es mêlé, c'est de là que le plus beau sort, tu sais. C'est un processus qui est chiant, là, être mêlé, puis être perdu, puis être dans le néant, mais il en reste pas moins que se démêler, c'est tellement un beau processus, puis quand tu arrives à la fin, tu es comme « Oh my God! » C'était tellement satisfaisant de vivre ça, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller en haut, en bas, puis de réaliser que finalement, ben, le chemin, c'est pas nécessairement linéaire, mais c'est une somme de toutes ces ronds-points-là, de ces méandres-là, puis t'es comme, OK, c'est là que je suis rendu. Fait qu'en ce moment, te dire où est-ce que j'en suis dans mes réflexions, je serais pas capable, mais je suis capable de dire que je suis un peu mêlé. Je suis capable de dire que je suis en train de me démêler, puis j'essaie de voir la lumière au bout du tunnel. Il y en a une, là, il va en avoir une, mais je suis encore dans mes réflexions très profondes. Est-ce que le fait de... Tu sais, mettons, tu travailles dans un milieu qui à mes yeux, mettons, là, je le mets juste à moi, est quand même difficile. Ouais. Est-ce que c'est dur de rester optimiste dans cet environnement de travail-là quand tu as affaire à des cas particuliers, des situations de vie qui se veulent des fois inhumaines, injustes? Ouais. Ben, en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis avocat. Ouais. En ce moment, je pratique pas. Je suis en congé, ou du moins en sabbatique. Je me suis donné 1 an de congé pour faire ma maîtrise en droit. En droit international. En droit international. Yes. Mais j'ai quand même pratiqué pendant un bon 5 ans. Pour l'aide juridique de Montréal. Pour l'aide juridique de Montréal, effectivement. Et nous, les avocats, on est un peu comme les médecins, on voit les bobos. C'est bien rare que tu vas aller voir un avocat ou un médecin quand ça va bien. Hein? Tu vas voir un avocat ou un médecin quand ça va mal, quand tu es malade. Fait que c'est sûr que la charge qu'on reçoit, c'est vrai que c'est un peu une charge qui est négative. Là où il y a de l'optimisme, c'est dans la mesure où tu te dis, ben il y a un système et j'adhère à ce système-là et je suis d'accord parce que ce système-là, au bout du compte, il est juste ou du moins il peut apporter une certaine justice. C'est le contrat social auquel on a adhéré.
Là où ça peut devenir difficile, c'est ce que je vis en ce moment, c'est justement de confronter ce système-là puis de me dire, hey, peut-être que ce système-là, c'est pas le plus juste, tu sais. Puis je fais le lien avec ce qu'on se disait tantôt, là, quand je te dis que je suis un peu mêlé, c'est de me dire, hey, moi, pendant 5 ans, j'ai vu de l'optimisme, j'ai vu un bon système, j'ai vu qu'il y a du bon qui peut ressortir du négatif. Puis là, je me dis, ouais, peut-être que j'ai cautionné un système qui, au fond, c'est pas le meilleur système, tu sais, ou c'est pas celui qui, je veux pas dire plaire à tout le monde, mais qui va faire en sorte qu'on va tous avoir des chances égales là-dedans. Donc, tu as raison de dire qu'on deal beaucoup avec le bobo, mais dans la mesure où on adhère à un système puis on croit que ce système-là est le bon, ben on reste positif. Fait que je veux pas trop m'égarer dans mes réflexions, là, mais c'est là où je suis là, dans mes petites bébites. Là. Puis, ça doit être dur quand même avoir ces réflexions-là dans un milieu où la majorité doit juste pas se poser cette question-là. Ça se peut-tu? Effectivement. Puis en même temps, je veux pas parler pour tout le monde non plus. Là, ça se peut que les gens, je veux dire, ils le font puis ils en parlent pas non plus. Moi, je le fais ouvertement. Je me questionne puis je trouve que c'est sain qu'on le fasse. Et peut-être pour illustrer un peu aux gens, là, ce que j'entends par les inégalités ou est-ce que le système est vraiment bon. Tu sais, on a un système de droit individuel, par exemple, où on dit, toi puis moi, on est égaux en droit. Mais ça, c'est une rhétorique ou du moins c'est une utopie. Une utopie ou tu sais, c'est un message qu'on envoie qui, en réalité, est un peu faux. Parce que c'est vrai qu'en droit, on est égaux. Toi puis moi, on a techniquement les mêmes droits, mais dans les faits, on ne l'est pas, tu sais. Parce qu'on part tous avec des chances différentes dans la vie, des contextes socio-économiques très, très, très différents, un bagage différent, des familles différentes, une éducation différente. Alors, c'est l'inadéquation entre l'égalité en droit et l'égalité en fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on peut rapiécer tout ça pour se dire, ben notre système, il se tient ou notre système, il se tient pas, tu sais? Ça a rapport avec ce qui se passe présentement. Ah, définitivement. Les inégalités sociales. Définitivement. La couleur de ta peau, name it, là, c'est sûr que j'écoutais le documentaire Le 13e cette semaine sur Netflix, tu sais, puis quand tu apprends le nombre de personnes noires dans les prisons américaines, tu fais, ben non, c'est pas juste, tu sais. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est... Après ça, c'est sain de se poser de vouloir changer ça? Bien, je pense que oui. Puis, je pense que la réflexion que j'essaie de faire, c'est justement pas une réflexion de surface ou superficielle ou cosmétique, tu sais. C'est une réflexion structurelle. Puis, on en parle beaucoup de ce temps-ci, tu sais, le racisme systémique. C'est quoi le racisme systémique versus le racisme individuel? Oui, c'est vrai que... le système tel qu'il est fait actuellement, comment est-ce qu'on envisage la justice, c'est souvent l'agresseur versus la victime et comment est-ce que la victime peut obtenir réparation. Je pense que c'est important, ça. Don't get me wrong, là, je pense que c'est important, mais je pense que ça masque une réflexion structurelle, à savoir, il y a des gens qui bénéficient d'un système, puis il y a des gens qui sont carrément exclus d'un système, puis c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est comment est-ce que le système fait en sorte que on perpétue des inégalités, on perpétue, par exemple, des rapports d'oppression, le racisme. C'est ce genre de réflexion-là que je veux avoir parce que oui, c'est beau qu'on trouve un agresseur, on l'accuse, on le met en prison, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un débat plus grand que ça sur le pourquoi est-ce que notre société en général, est-ce que, par exemple, le racisme est endémique? Pourquoi est-ce que c'est ancré entre nous? Pourquoi est-ce qu'on a internalisé des stéréotypes ou des préjugés? Puis même si on se dit, ben je suis pas raciste ou je m'en rends pas compte, ben à quelque part, nos comportements disent le contraire, tu sais. Alors, c'est cette réflexion-là que je veux avoir, ou que j'essaie d'avoir du moins, là. Puis écoute, c'est sûr que ce qui se passe actuellement, ça nourrit beaucoup ma réflexion, là. C'est clair. Ouais. Toi qui viens d'un milieu multiculturel, en plus, d'origine syrienne, tu sais, t'as grandi dans des quartiers multiculturels, t'as été dans des écoles. Tu dois avoir un rapport comme amour-haine à ça, c'est-à-dire, mettons, le Québec, pour toi, c'est
t'as une place d'accueil pour tes parents qui ont appris le français, mais en même temps, probablement qu'il y a eu des moments dans ta vie où t'as fait « Ah, fuck tout ça, là, ça fait chier. » là. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais la discussion avec des amis plus tôt cette semaine sur justement nous qui sommes issus de l'immigration. Donc moi, mes 2 parents sont syriens, je suis né au Québec. J'ai grandi, comme tu as dit, dans des quartiers multiculturels. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et puis, des fois, mon amie, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a l'impression que parce qu'on a été accueillis, parce que le Québec ou le Canada, c'est notre terre d'accueil, qu'on nous a un peu sauvés, entre guillemets, là, et là, je mets des gros guillemets, là, on ne peut pas critiquer la société ou on a une certaine gêne à critiquer la société. Puis je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. Certes, on est reconnaissant d'être ici, puis de pouvoir avoir la chance que d'autres ont pas. Mais il n'en reste pas moins que ça ne nous masque pas. On a le droit de critiquer, on a le droit de souligner, on a le droit de dénoncer les inégalités, puis on a le droit de faire entendre également notre position à nous, notre réalité à nous. Puis ça ne veut pas dire pour autant qu'on répudie le Québec ou le Canada. Ça veut juste dire au contraire qu'on aime, on aime assez cette société-là pour vouloir l'améliorer et l'amener ailleurs avec les gens qui forment le Québec, que ce soit autant des Québécois, des immigrants de première, deuxième, troisième génération, des Autochtones, name it, là. Oui, en fait, là, je fais un parallèle peut-être boiteux avec le documentaire que je parlais un peu plus tôt, que j'ai écouté, c'est que j'ai pas vu par ailleurs. Qui est extraordinaire. Puis j'ai trouvé ça très informatif et beau aussi, esthétiquement, bien réalisé, clair, tu sais. Mais le parallèle que j'en fais, c'est que aussi aux États-Unis, puis ça doit être similaire ici, là, c'est presque ça, c'est que l'idée de... C'est dans le sens, tu peux pas tout le temps avoir la carte. Hey, regarde, on vous a accueilli, fait que reviens-en. Tu sais, comme... Tu peux pas garder ça une vie de temps, comme c'est injuste. Je trouve ça injuste, dans le sens où... et la même chose aux États-Unis, c'est que les gens qui font un temps en prison, techniquement, quand tu as fait ton temps, c'est que tu as fait ton temps, ça le dit. Tu es supposé après ça faire... On s'en lave pas les mains, mais il y a une réinsertion sociale qui est supposée être possible. Le pardon est très, très, très puissant, qui fait en sorte que ça peut pas être une tâche sur ton dossier toute ta vie. On peut pas t'étiqueter, qui fait en sorte qu'à un moment donné, il faut que la carte t'allâche. Tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis oui, on a le droit à la critique, puis oui, on a le droit de parler. Puis je pense que c'est très, 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 très sain qu'on soulève des enjeux difficiles comme ça, qu'on dénonce, et puis qu'on entame une réflexion ensemble, tu sais. Qu'on puisse avoir des discussions difficiles ensemble, qu'on se regarde dans le blanc des yeux, mais qu'au bout du compte, il y ait quelque chose de constructif qui sorte de ça, tu sais. Puis j'espère qu'on va pouvoir saisir la période actuelle pour reconnaître ça, puis vivre ça. Puis j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont inconfortables en ce moment, qu'ils ont de la misère à s'exprimer parce qu'ils pensent qu'ils ne veulent pas dire les choses de la bonne ou de la mauvaise façon. Tu sais, je pense qu'il faut que tu le fasses. Il faut que ça sorte, il faut que tu t'exprimes. Puis oui, tu vas peut-être te faire call-out, puis c'est correct, puis c'est sain. Puis c'est ça une société, puis c'est ça vivre avec des pairs, c'est que tu dois... t'assumes ton opinion, mais aussi t'acceptes le fait que on peut te call out sur cette opinion-là, puis engager une discussion avec toi, parce que c'est pas vrai que tout est beau, puis tout est parfait, puis tout est Instagram filter bien placé, là. La réalité, c'est plus que ça, tu sais. Fait que j'espère que mon point est clair, là. Je veux pas comme mêler les gens ici. Le point, c'est que la discussion, elle est saine. Et en ce moment,
on vit des choses, on est témoin de choses, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on parle, puis il faut pas qu'on ait peur de parler aussi. Et puis, il faut qu'on reconnaisse que ça se peut qu'on dise pas les bonnes affaires et qu'on se fasse, pas rappeler à l'ordre, mais tu sais, interpeller sur ce qu'on dit. Ouais, puis c'est correct. D'apprendre que c'est correct de dire je sais pas, d'avoir ses limites, de demander explique-moi. Exact. De poser des questions, de lire, d'écouter, tu sais, souvent, je trouve que c'est ça, une opinion, c'est tout bouge dans la vie. Tout est en constant mouvement. Puis, changer d'opinion ou modifier ton opinion ou modifier ton discours, c'est très, très puissant ce que ça exprime à l'autre. Ça exprime de l'écoute, ça exprime de l'empathie, ça exprime de la solidarité, ça exprime aussi une absence de rigidité de ton côté qui fait en sorte que c'est comme... Là, la conversation est profondément saine parce que Tout à fait. Tu fais « Ah, ben, OK, on se parle, on échange, on absorbe ce que l'autre nous dit. Il y a un partage qui est fait, tu sais. » Tout à fait. Fait que, oui, absolument. Puis je pense aussi que c'est correct de se choquer ces temps-ci. Parce que ça n'a pas de bon sens. En effet. Puis à un moment donné, ben, je vais dire comme mon ami Sam Breton dit, ton comportement me demande de me choquer. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien qui change, tu sais. Fait que après ça, c'est tellement un moment particulier ces temps-ci où, tu sais, on s'en parlait ensemble, j'en parlais avec mes sœurs c'est la première fois qu'on vit, mettons que je parle de la crise de la COVID, c'est la première fois dans nos vies qu'on vit quelque chose d'aussi intense, comme ça, tu sais, collectivement. Qui fait en sorte que c'est normal d'être weird là-dedans, d'être choqué, d'être triste, d'être à l'envers, d'être confus, d'être incertain, d'avoir peur. Tout ça, c'est normal. Faut l'absorber, faut s'écouter, puis faut... Tu sais, moi, mettons, je sais que les mauvaises journées que j'ai eues, ben le réflexe que j'ai eu, c'est de t'appeler, tu sais, faire comme qu'on se passe un peu la POC de... Ben quand moi, j'ai une mauvaise journée, toi, t'es peut-être une bonne journée. On s'aide, puis on se ramène, tu sais, mais... Tout à fait. C'est... assurément, il va y avoir un avant puis un après 2020. Convaincu que ça va passer dans les livres d'histoire, ça, je suis certain. Et j'ose espérer que 2020 va amener des changements, ou du moins... Actuellement, 2020 met en lumière des inégalités profondes dans nos sociétés et j'ose espérer que 2020 va apporter des réflexions, ou du moins des changements structurels dans nos sociétés. Dire hey, comment est-ce qu'on peut refaire ça, la gang, là, pour plus que ce genre de choses-là arrive, tu sais. T'as-tu des idées ou des exemples, mettons, de trucs que t'es comme « Ah, ça, faut se pencher là-dessus. » ou... Écoute, concrètement, comme ça, à chaud, pas encore. Je suis encore dans ma réflexion. Peut-être dire un petit mot là-dessus sur ce que je fais, ou du moins mes études actuelles, tu sais. Je fais une maîtrise en droit international, puis je m'intéresse beaucoup au langage du droit. C'est quoi la rhétorique du droit, tu sais? Comment est-ce qu'on utilise le droit pour se positionner, pour défendre des intérêts? Et comment est-ce qu'on utilise, ou comment le droit sert à légitimer certains rapports de dominance ou d'oppression. Puis ces rapports-là, on peut les appeler le racisme, on peut l'appeler le patriarcat, on peut l'appeler, tu sais, le capitalisme. Name it, là, il y en a plusieurs. Alors, c'est ça que j'étudie actuellement. Mais de là à déboulonner tout ça, tu sais, je suis encore je ne veux pas dire au début de ma réflexion, mais je suis encore là-dedans. Là. Je suis encore en ébullition. Et ultimement, peut-être qu'on va se reparler dans 6 mois ou dans 3 mois, puis je vais avoir déjà pondu quelque chose, puis je vais pouvoir t'amener des solutions plus concrètes. Là. Puis pour faire un point, ou du moins pour revenir sur ce que tu disais tantôt, de c'est correct de se choquer, je pense que la colère est légitime en ce moment. Et je pense qu'on n'a pas à dire à personne de se calmer. Anyway, ça n'a jamais calmé personne de se faire dire « calme-toi ». Non, effectivement. Puis ça aussi, j'avais une discussion avec un ami dernièrement, avec une amie, qui disait que prenons par exemple ce qui se passe actuellement avec les populations noires, de dire « calme-toi » ou « ta colère
ça réglera rien. C'est de passer le message que tu veux que cette personne-là, tu veux la mettre, tu veux ramener son discours au niveau de l'oppresseur. L'oppresseur qui est le blanc. Exact. Tu veux lui dire, « Hey, gars, là, je t'entends pas, là. Mais je veux que tu communiques avec moi dans mon rapport de blanc, le rapport que je t'ai imposé. » Fait qu'on n'a pas à dire aux gens, « Hey, calmez-vous. » Moi, je pense que leur colère, elle est légitime, qu'elle s'exprime. Moi, je mets ma voix dans leur colère à eux. Et puis, de cette colère-là, va sortir une réflexion, va sortir quelque chose, mais on n'a pas à dire aux gens « calme-toi » parce que c'est de les ramener justement, de leur dire « Hey, je t'entends pas, toi l'opprimé, ramène ton ton à un ton que moi j'accepte oppresseur. » Encore une fois, je trouve que ça démontre un grand manque d'empathie. Parce que si tu t'arrêtes un instant, là, puis tu t'essayes de te mettre à la place de l'autre, c'est ça de l'empathie, tu sais. Si tu y penses 30 secondes, tu as le goût de gueuler. C'est sûr que tu as le goût de gueuler. Tout à fait. Trevor Noah, je l'ai beaucoup suivi dernièrement parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Trevor Noah, c'est un humoriste sud-africain qui anime le Daily Show sur Comedy Central, qui est un être humain extraordinaire, brillant, là. Brillant humainement, il est émotionnellement, culturellement, il est vraiment, vraiment spécial, je trouve, comme être humain. Puis il disait exactement la même chose. Il faisait... Les gens qui protestent sont pas supposés plaire au groupe à qui ils sont en train de crier. Tu sais, comme... sont en train de protester contre toi. C'est pas à eux de changer leur ton. Exact. Tu sais, ils sont en train de protester. C'est à toi de modifier ton discours ou de te poser des questions. Tu sais. Tout à fait. C'est à toi de te poser des questions, effectivement. Effectivement. J'ai Fait que, tu sais, lu- qui sommes-nous pour dire aux gens quoi faire ou comment se sentir? Tu sais? C'est pas à nous de le faire. Je pense que leur colère est légitime, puis qu'elle s'exprime et qu'elle amène du changement. Tu sais. Et je suis avec eux dans ce changement-là et dans cette réflexion-là qui, je pense, elle est nécessaire. Là. Je me sens de la même manière. Je me sens choqué dernièrement. Puis je suis pas quelqu'un qui se choque. Tu sais, je suis pas quelqu'un de particulièrement politisé ou de particulièrement... Puis là, pour vrai, ma réflexion par rapport à ça, c'est rendu à... Faut que tu prennes position sur plusieurs trucs. Tu sais. Tout à fait. Mouille-toi. Tout à fait. Fait que je me mouille. C'est bien. C'est bien. J'essaye. Je suis fier de toi. T'es gentil. Je suis fier de toi. T'es gentil. Mais toi, c'est sûr que, je veux dire, tu sais, au lendemain du World Trade Center, toi, il y a dû avoir quelque chose de différent, là, c'est sûr. Tu sais, il y a eu des événements comme ça dans ta vie où littéralement tu peux exactement comprendre ou presque comprendre ce qui se passe. Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, étant arabe, le World Trade Center et les événements du 11 septembre, la tragédie du 11 septembre a changé radicalement la perception des gens vis-à-vis les Arabes, tu sais. Puis on nous a tous mis dans le même bateau. Je peux pas dire que cette expérience-là est comparable à ce que les Noirs vivent. Loin de là, tu sais, je veux dire, chaque expérience, elle est très, 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 très différente. Mais oui, je pense que les Arabes sont victimes de racisme d'une manière ou d'une autre, de préjugés du moins, de stéréotypes qui sont colportés. Est-ce que moi, je l'ai vécu individuellement en tant qu'individu? Ou est-ce que je me suis senti interpellé ou que quelqu'un m'a visé directement par ça? La réponse, c'est non. Et je ne cherche pas à m'approprier ce que d'autres ont vécu. Tu sais, je le dis ouvertement, moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est pas parce que moi, je ne l'ai pas vécu que ça n'existe pas. Tu sais, qu'il y a quelque chose qui est endémique dans des discours, dans des rhétoriques, dans des manières de faire qui font en sorte qu'on perpétue des stéréotypes ou des préjugés envers tout type de communauté culturelle.
sais, là, je parle des Arabes parce que c'est ma communauté, puis je peux pas dire que je peux parler pour eux, mais je parle de qu'est-ce que moi je sais. Mais il y a des stéréotypes sur les Noirs, il y a des stéréotypes sur les Asiatiques, sur name it, là. Fait que... Puis quand t'es allé en Syrie, t'avais 18, 19 ans. Ouais. C'était pas la première fois que tu y allais. Non, c'est la première fois que j'y allais. C'était la première fois que tu y allais. La première fois. Puis c'était comment ça? En fait, c'est la seule et la première et la dernière fois que j'y étais. Parce que c'est avant le printemps arabe. Oui, tout à fait. Juste avant. Juste avant, c'est vraiment particulier ce qu'on a vécu dans ce voyage-là en Syrie. On est parti en sac à dos, moi puis un de mes meilleurs amis, Jean-Christophe. Et je pense qu'on en a parlé un petit peu au dernier podcast. Ça se peut. Mais revenons là-dessus, je pense que c'est intéressant. Ouais. Je dis ça comme si... Hey, on se tape dans le dos, c'est ça, à coche C'est ce qu'on ça. fait. Ma vie vous intéresse, donc écoutez, je me répugne. Arrête, t'es trop humble. C'est vrai que c'est intéressant. Parce que, puis c'est important qu'on en parle parce que, tu sais, on est allé en Espagne ensemble, puis souvent tu disais, ce genre de maison-là, ça c'est arabe. Ça me rappelle la Syrie. Quand j'ai reçu Jasmin Lavoie, puis qui me racontait qu'il est allé en Irak ou qui a habité au Pakistan, puis j'étais comme, c'est comment? On a inconsciemment, on a une perception de ces pays-là qui est complètement fausse. Tout à fait. Parce que c'est des pays magnifiques. Tout à fait. Tu sais, moi, tu me parles de la Syrie, puis j'en rêve, là, tu sais, je fais, mon Dieu, je souhaite un jour pouvoir y aller, tu sais. Ouais. La Syrie est un pays extraordinaire qui a, comme tout État dans le monde, qui a ses enjeux, qui a ses problématiques. Tu vas dire que je suis biaisé, mais je pense que la population syrienne est une des populations les plus hospitalières sur Terre. Je l'ai vécu personnellement. Oui, quand tu es venu chez nous. Je suis venu chez vous, puis il y a quelque chose aussi de très... puis je dis pas qu'on n'a pas ça au Québec, là, tu sais, mais moi, j'ai senti ça dans ta famille. Je me souviens même la fois où je suis allé à ton assermentation. Mm-hmm. Et je me souviens comme du regard de ta famille. Ils me remerciaient d'être là. Il y a quelque chose de très, très... on dirait qu'ils ont fait, si notre fils l'a choisi, il est dans la famille, tout simplement. Tout à fait. Et avec l'idée de la famille vient l'idée de la sécurité, puis l'idée de se nourrir, puis de prendre soin les uns des autres. Puis j'ai toujours eu l'impression que, du moins, à chaque fois que j'ai parlé avec tes proches, j'ai senti cette espèce d'affaire-là de inconsciemment, merci de prendre soin de notre fils. Puis à chaque fois que ma famille parle de toi, il y a quelque chose de ça aussi de si Jay traverse de quoi puis il nous en parle pas à nous, on le sait que Joey est là. Il y a quelque chose de comme pas inquiétant, tu sais. Il y a quelque chose de très fort dans la famille syrienne, dans la famille arabe, qui est un genre de filet social, tu sais. Et je suis convaincu que ça serait super intéressant de faire une étude comparative entre la famille québécoise et la famille syrienne, tenant et aboutissant, tu sais, et qu'on peut mutuellement s'apprendre beaucoup de choses l'un de l'autre. Nous, on est... Je ne veux pas dire que les Québécois sont pas tissés serrés, mais nous, on est tissés serrés en maudit, qui a un système d'entraide qui est excessivement fort. Par exemple, en communauté? En communauté. Fait que les villages, les villes syriennes, c'est... Ça se tient, ça s'entraide. Mettons, je parle de nous, ma famille à moi. De un, on habite tous proches l'un de l'autre. De deux, il y a un peu une politique de la porte ouverte. Là, tu vas me dire que c'est drôle en temps de pandémie, là, mais mettons, enlevons la COVID. Là. Il y a une politique de porte ouverte qui dit que tu peux... Moi, je peux aller chez ma tante quand je veux, puis mes cousins viennent chez moi quand ils veulent, puis chez ma grand-mère, Il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y a pas de mauvais moment. Au contraire, il y a toujours un bon moment pour aller voir sa famille, pour ouvrir le frigo chez ta tante, chez ton oncle, chez ton cousin, de t'asseoir à la table et de dire « j'ai faim, on va manger ensemble », tu sais. De poser des questions, de se dire « hey, ça va mal, hey, je suis dans une mauvaise passe », de se parler, tu sais. Et de s'apporter du relief, du confort, de pouvoir compter sur l'un et l'autre. Et c'est aussi niaiseux que, tu sais, l'espèce de concept de t'as 18 ans, tu vas vivre tout seul,
c'est pas un concept qu'on a intériorisé, nous, les Arabes. Puis Sugar Sammy, tu sais, il en parlait, puis il en parle du fait qu'il habitait longtemps chez ses parents, puis I guess que c'est pareil chez les Indiens ou chez d'autres communautés culturelles, mais tu sais, cette espèce de rapport à, ben, t'es chez tes parents, puis c'est chez vous, puis c'est la maison. C'est la maison, genre, puis t'as pas à partir parce que t'as 18 ans, puis t'as pas à partir parce que t'as un travail, puis la vie a fait en sorte que dernièrement, j'ai dû retourner chez mes parents par un concours de circonstances. Un concours de circonstances. Puis moi, j'ai approché la question un peu comme un occidental où j'ai dit, est-ce que c'est correct si je m'installe ici quelque temps, le temps que, tu sais, parce que, bon, en ce moment, ils sont comme, quoi? De quoi tu parles? Ta chambre n'a pas changé, on t'attend depuis 6 ans. Oui, c'est ça. Fait que, il y a ce... Puis encore une fois, tu sais, je veux pas faire de généralisation. Là. Je suis convaincu qu'il y a des Québécois qui vivent ça aussi. Là. On parle de ta Mais réalité. Je parle de ma réalité à moi. Puis, donc, la famille, c'est très, 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 très fort. Mais tu sais, pas le mauvais côté ou le penchant de ça, c'est qu'à ce moment-là, ta vie privée, c'est différent. Parce que tu partages tout avec tout le monde. Fait qu'il y a peu de choses que tu peux cacher, tu sais. C'est fascinant comment, aussi même quand on pense qu'on est slick puis qu'on cache des choses à... Ouais. Mon père, je pense que je le berne de temps en temps, là. Mais ma mère... Ah, man, they know. Ah, man, c'est tout, là. T'sais? Ouais, they know. Ah ouais. They know. Mais pour revenir à la Syrie, comment je me suis senti quand j'ai été... Et je pense que plusieurs enfants issus de l'immigration se sentent comme ça quand ils retournent ou quand ils vont pour la première fois dans leur pays d'origine. C'est qu'ils réalisent que ils sont Québécois, puis ils sont Syriens. Puis là, ils vont en Syrie, puis ils sont comme « Ah non, je suis Québécois. Ouais. » Puis là, ils reviennent au Québec, puis ils sont comme « Oh, mais je suis un peu Syrien aussi. » Et tu réalises que tu as un pied dans ton pays d'origine, puis tu as un pied dans ta terre d'accueil. Puis là, tu te dis, mais qui suis-je là-dedans, tu sais? Et je suis pas 100% syrien parce que quand je vais en Syrie, les gens me disent, ouais, non, mais t'es pas syrien, tu sais, tu parles pas comme nous, tu t'habilles pas comme nous, tu te tiens pas comme nous, ton vécu est pas le même que le nôtre. Puis là, tu reviens au Québec, puis il y a des fois, les gens qui vont te dire, ouais, mais tu viens d'où? C'est comme, ben, je suis québécois. Puis là, tu te mets à te poser des questions. Puis tu te dis, ben, est-ce que je suis syrien plus que québécois? Alors, c'est genre une identité mixte qui est difficile quand tu es jeune à rapiécer des bouts, tu sais. Parce que tu as grandi dans une maison syrienne où tu manges syrien, où tu parles arabe, où les références sont syriens. Puis la culture, l'éducation à l'extérieur, elle est québécoise. Et ce que ça amène comme difficulté, c'est une difficulté au niveau communicationnel. Tu t'assois des fois avec tes parents et là, tu voudrais engager avec eux une conversation sur la culture ou l'éducation que tu apprends au Québec. Puis des fois, ils sont comme un peu mystifiés. Parce qu'ils sont comme, moi, j'ai pas ces référents-là. Ça, les gobelets, pour moi, ça fait pas partie de mes connaissances générales, parce que moi, quand j'ai grandi en Syrie, c'était pas ça les gobelets qu'on écoutait, là, c'était par contre, autre chose. C'est assurément un obstacle à la maison. Humainement, je trouve que mes amis issus de l'immigration sont probablement les personnes qui, culturellement, sont les plus intelligentes. C'est Adib Al-Khalidé qui me fait aimer Daniel Bélanger. Tu sais? Ouais. Tu me fais découvrir des auteurs, des poètes d'ici. Tu sais, tu comprends? Il y a quelque chose où je sais pas si c'est relié à ça, mais on dirait que... Puis rapidement, je trouve que vous comprenez mieux les autres cultures. Ben écoute, peut-être qu'il y a, de par cette double disposition, il y a une curiosité vers l'autre. Peut-être que c'est le fait que moi, je trouve que le Québec, c'est exotique, tu sais. Alors que toi, tu peux trouver que la culture syrienne, c'est exotique. Mais moi, j'allais dire le humus. Je dis ça comme un Québécois. Moi, je suis tanné de manger du hummus à tous les jours, tu sais. Fait que moi, je suis content quand ma mère a fait du pâté chinois. Je suis comme,
Yes! Fucking right, enfin! Mais oui, t'as raison que j'ai cette curiosité-là, puis est-ce que je suis culturellement plus intelligent? Je sais pas. J'ai pas cette prétention-là, mais Je pense que oui. ben peut-être. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, j'ai grandi dans un groupe d'amis super multiculturel où on était Syriens, Libanais, Arméniens, mais aussi Haïtiens, mais aussi Colombiens, mais aussi, tu sais, fait que cette mixité-là fait en sorte qu'aujourd'hui, un des genres de musique que j'écoute le plus, c'est de la musique espagnole, c'est du reggaeton, que, tu sais, je vais apprécier manger du griot. Et avec raison. Et avec raison, tu sais. Puis, fait que c'est beau le métissage, c'est beau de s'asseoir ensemble, c'est beau C'est magnifique. d'échanger. Puis on avait fait ça à l'époque, puis on en parlait dernièrement avec mon ami qui est Viette, Mariani, du moins qui est demi-Viette. Ouais. Avec qui je suis allé au secondaire. Exact. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. Et on avait commencé ça à l'époque dans ma gang d'amis. On s'est dit, pourquoi on ferait pas des soupers culturels? Où on s'invite tous. Mais tu vois, no shit que tu as gagné la médaille du lieutenant-gouverneur si même dans tes temps libres avec tes amis, vous vous éduquez. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je l'ai toujours dit, puis je le répète, passer du temps avec toi, je devrais avoir des cours universitaires crédités. T'es fin. Parce que puis c'est pas lourd, c'est pas rigide, c'est fait dans le plaisir, c'est la meilleure manière d'apprendre. Ouais. Quand je suis allé souper chez vous avec Dave Bocage, c'était l'idée de hey, on veut un souper syrien, on veut voir tu sais, fait que c'est super riche, je trouve ça extraordinaire. Fait qu'on l'a fait, puis j'ai tenu chez mes parents le premier souper culturel. Fait qu'on a reçu, on était beaucoup là, chez mes parents. Là. Puis tu sais, mes parents, they went all out. Là. Ils ont sorti je veux pas dire les costumes, mais les habits traditionnels. Il y avait de la musique, la bouffe. Fait que tu sais, c'était comme une immersion dans la culture syrienne. Puis à travers le repas, ben on jasait. Tu sais, je pluguais des mots, des expressions, des choses qui font partie de notre culture à nous, qui teintent aussi nos rapports, pour que, justement, on puisse tous un peu s'approprier ça. Vous avez beaucoup de belles expressions, je trouve. Ouais. Tu sais, des expressions, c'est pas nécessairement des mots, mais des mots qui veulent dire des choses ou des idées ou des souhaits. Ouais. Juste votre manière de communiquer avec les autres, je trouve que c'est très, très, très gentil, c'est très doux. Ouais. Mais c'est une langue très riche, l'arabe, tu sais, puis... Je lisais Fanon dernièrement, Frantz Fanon, qui parle de la langue. Il dit, oui, la langue, c'est une syntaxe, c'est une grammaire, c'est une rhétorique, mais c'est aussi d'assumer le poids d'une civilisation, c'est d'assumer une culture, t'sais. Et je trouve que le poids de la civilisation est très fort dans le langage arabe, dans la langue arabe. Et un des mots que j'aime le plus... c'est un mot qu'on dit après avoir fini de manger. On dit daime. Fait que on est à table, toi puis moi, avec mes parents, puis là, on soupe. Et là, quand tu as fini de manger, puis tu veux te lever de la table, tu dis daime. Daime, c'est un mot qui veut dire plein d'affaires, tu sais. Il y en a qui... Corrigez-moi dans les commentaires si jamais vous trouvez que c'est pas ça que ça veut dire ou pour vous, ça veut dire d'autres choses. Mais chez nous, ce que ça veut dire, c'est merci. Je suis repu. Est-ce que je peux me lever de table? Mais aussi, c'est un genre de merci qu'on envoie à l'univers, comme « Hey, on avait de la bouffe aujourd'hui, j'ai mangé, je suis rassasié, merci. » Puis maintenant, c'est ma permission de comme penser à autre chose. Fait que c'est un peu comme la sacralité du repas, la sacralité de partager un repas, puis de se dire après ça, « Hey, il faut qu'on se remercie, il faut qu'on se dise « daime », comme quoi... on a fini de manger, puis maintenant, on passe à autre chose. T'sais. Absolument. Fait que ça, c'est un mot qui, pour moi, est super évocateur, puis qui veut dire beaucoup, tu sais. Ouais. Parce que chez nous, ben, on partage beaucoup autour d'un repas. Juste dans l'acte de se passer le pain, tu sais, le pain pita, dans l'acte de se dire, ben voici, il y a un plat au centre de la table, puis on le partage tous ensemble. Juste la manière de manger. Oui. Est très communautaire. Tout à fait. Versus...
Puis quand j'étais jeune, puis j'allais manger chez mes amis québécois, puis je revenais chez mes parents, des fois, je leur disais, pourquoi est-ce qu'on peut pas manger comme des Québécois? T'sais, pourquoi est-ce qu'on peut pas tous se servir une assiette? Puis là, ma mère était comme, ouais, on pourrait, mais c'est pas comme ça qu'on fait ça chez nous. C'est ça. C'est un truc qui est au centre de la table, puis let's go, là. Tout le monde se sert, puis c'est comme ça qu'on le vit, puis c'est comme ça qu'on communie. Fait que ça revient à ce que je disais tantôt. T'as un pied au Québec, t'as un pied en Syrie, puis t'es comme tiraillé, t'es comme... Mais c'est ça les bonnes manières, mais en même temps, c'est pas parce que mes origines m'enseignent quelque chose, puis la société occidentale m'enseigne autre chose, que ça veut pas dire que, un est mieux que l'autre. Non, moi, les deux sont bons. Là. C'est ça. Moi, je le vois comme quelqu'un qui parle plus qu'une langue. Toi, t'es le meilleur exemple. C'est que connaître plus qu'une langue, c'est de la richesse. Mais dans ma tête, c'est muy bien cabrón que t'as por aquí. Mais tu sais, il y a tout ça. Tu sais, aussi, le fait de connaître une autre culture, pour moi, c'est supposé être une richesse. Ouais. Tu sais, puis de la maîtriser puis de la pratiquer dans le respect de l'autre. Tu sais, c'est dans votre maison, là, tu sais. Tout à fait. Fait que non, je trouve ça... je trouve dans ma tête, c'est positif, c'est signe. Tu vois, là, j'ai carrément manqué à toutes les us et coutumes syriennes. Je me suis servi de l'eau avant toi. Ah! Fait qu'on arrête tout ça. On arrête tout. Les gens qui vont voir ça vont dire, ce gars-là, c'est un faux, man. C'est un suppôt. Yo! Finalement, il est keb. C'est pas le bassiste de mes aïeux, c'est Chris. Il est fucking keb. Tout le monde, je viens de Saint-Eustache. Toi, mettons... Éric. Si un jour, t'as des enfants, tu vas leur parler quelle langue? Oh! Hey, c'est une bonne question, ça. Parce qu'il faut le dire, ma langue maternelle, c'est l'arabe. J'ai appris le français un peu sur le tard à l'école en première année. Ça paraît pas du tout, c'est incroyable. C'est fou, hein? T'as un meilleur français que moi. Arrête. C'est gênant. Et j'ai appris l'anglais ensuite et plus tard l'espagnol. Et là, bientôt le russe. Bientôt le russe, effectivement. L'italien. C'est ça. Ça arrête pas, là. Non, ça parles arrête pas. Vraiment couramment l'espagnol aussi, dans le sens que tu parles 4 langues, là. Ben, écoute, est-ce que je le parle couramment? On est allé en Espagne ensemble, tu le parles couramment. Je me sentais comme un enfant avec son père. Dis-leur que je veux des croquettes de poulet. Il n'y en a pas, c'est autre chose ici. Ben, on a-tu mangé des sardines frites, hein? C'est fou. Ciboire. J'ai encore des os dans le corps, je pense. Ciboire. Mais quel beau voyage. Ouais. Quel beau voyage. C'était cool, hein? Ouais, vraiment. Je trouve que c'est beaucoup à l'image de notre relation amicale, c'est-à-dire que je pense que les deux, on est des leaders relativement naturels. Oui. Mais comme la plupart des leaders, quand tu croises d'autres leaders, c'est là que tu vois le vrai leader, mettons. Et entre guillemets, là, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Qui fait en sorte que je me souviens faire hey, on va, tu sais, toi qui est comme, on va-tu à telle place, tu sais, on va-tu en Italie qu'on était supposé aller, je pense, je sais pas quoi. Ouais, sure, pis ça. Tu m'aurais juste réécrit, faire yo, les billets d'avion sont vraiment pas chers, on s'en va en Andalousie, et moi de répondre parfait, c'est où? Et c'était le sud de l'Espagne. C'est le sud de l'Espagne. Mais oui, à la base, on devait partir en Colombie, toi puis moi. C'est ça. Puis ça fonctionnait pas à cause le temps qu'on avait aussi. On avait 10 ou 11 jours, ouais. Je pense. Ouais. Ça devenait compliqué avec tous les transports. La Colombie est un pays assez montagneux aussi. Là, puis bon, pour maximiser nos chances puis le plaisir, on s'est dit... Puis en plus, les billets d'avion n'étaient pas trop chers. Fait que je nous ai booké deux vols pour Malaga. Et on a fait l'Andalousie. Et tu as raison de dire que... à plusieurs reprises, je me suis un peu senti comme chez moi, mais il ne faut pas oublier que les Arabes ont colonisé, ou du moins ont eu un pied à terre en Espagne pendant 900 ans, tu sais, jusqu'en 1400, jusqu'à temps que les rois catholiques s'unissent. Et c'est quoi, c'était qui? C'était Isabelle de Castille, puis Ferdinand. En tout cas, on pourra vérifier, là, mais don't quote me on this one, people, please. mais ouais, donc l'influence arabe, elle est excessivement forte en Espagne, et notamment au sud de l'Espagne, parce que Grenade, c'était genre la capitale de l'Empire. Donc oui, l'architecture mauresque, l'architecture maure,
C'était un peu comme chez moi à Damas, tu sais, fait que des grandes maisons avec des cours intérieures, une fontaine au milieu. Puis j'étais comme, tu sais, mes parents ont habité là-dedans, puis je me retrouve un peu là-dedans, tu sais, fait que... Pour revenir à quand t'es allé en Syrie, ta grand-mère elle devait être sweet and sour. Étais-tu heureuse? Est-ce qu'au contraire, elle, c'était un peu... Elle n'est jamais retournée? Oui, il est retourné, ma grand-mère. Elle est retournée? Mon père, je pense qu'il est retourné 3 fois. Ma mère n'est jamais retournée. Ma grand-mère a été quelques fois. Elle était contente que j'y aille. Non, elle était super contente que j'y aille, tu sais. Mais Teta, tu sais, she's like, c'est bon pour toi, c'est ça que tu veux, très bien, fais-le. Fait que, non, elle n'avait pas de sour emotion. Non. Mais juste pour rappeler aux gens le contexte dans lequel on a voyagé, on est en 2010. Ouais. Et printemps arabe commence dans ces eaux-là, fin 2010, 2011. Il y a quelqu'un qui te l'avait dit. Il y a quelqu'un qui avait fait « ça s'en vient ». Oui, bien c'est ça. On était, parce qu'on a fait la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Égypte. Wow. On s'est rendu jusqu'à la frontière ou presque avec le Soudan, dans le sud de l'Égypte. Puis on est remonté en bateau. Wow. Mais on était au Caire avec notre guide et on était sur la place Tahrir. Qui est la place qu'on a vue après ça dans les médias, à la télévision, où les gens sont rassemblés par milliers, voire peut-être par millions, là, pour dénoncer le régime ambiant. Et il nous disait, il se passe quelque chose en Égypte, mais j'arrive pas à l'identifier. Il dit, les gens sont tannés de la corruption, les gens sont tannés des inégalités. Il y a quelque chose qui s'en vient, mais je sais pas c'est quoi, les gars. Et quand on a ouvert la télévision, si je ne me trompe pas, c'était en février 2011, puis j'ai vu la place Tahrir. Écoute, je le raconte, j'ai encore des frissons, là. C'est sûr. J'ai fait comme, aïe, ce gars-là, il sentait comme la révolution s'en venir, il sentait le changement arriver, puis il savait pas trop de quoi il s'agissait, mais il y avait un feeling, parce que j'imagine que les gens se parlaient, les gens discutaient. Puis là, d'être témoin de ça, puis de se dire, hey, nous, on a visité le Moyen-Orient quelques mois avant tout ça. C'est perturbant, c'est ébranlant. 10 ans plus tard ou presque, qu'est-ce que le printemps arabe a amené? Je pense peut-être beaucoup de bons, mais je pense aussi beaucoup de mauvais. Mais c'est là où il faut comprendre que des révolutions ou des changements de paradigmes sociétaux, c'est pas en claquant des doigts, puis c'est bien rare qu'en 2 semaines, on passe à autre chose, là. Je veux dire, la Révolution française, oui, on a mis une date. On sait c'est quand la Révolution française, mais ça a pris combien de temps, des décennies avant qu'on arrive à quelque chose de plus structuré ou qui était le passage d'une monarchie à un régime plus démocratique. T'sais. Ça a pris des renversements, ça a pris des retours à l'Empire, ça a pris des retours à... de telle sorte qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est plus structuré. Fait que, c'est ça. Je veux dire, je souhaite tout le meilleur pour mon pays. Je sais que mon pays vit des moments difficiles, continue à vivre des moments difficiles, même si c'est peut-être plus la guerre totale, comme on a pu le voir au début, là, où il y avait des bombardements, puis bon, des gaz et tout. Mais il en reste pas moins qu'il y a encore des poches où il y a des combats, il y a des hostilités, il y a des gens, il y a des millions de déplacés, des millions de réfugiés, tu sais, fait que ça reste un pays détruit, ça reste un pays qui est tourmenté politiquement et civilement, et je leur souhaite le mieux. Et j'aimerais ça contribuer, tu sais, j'aimerais ça m'investir, j'aimerais ça... Tu l'as fait. Tu l'as fait avec les nouveaux arrivants. Mais tu sais, je le fais ici. Ouais. Dans la mesure que moi je peux, parce que y aller là-bas en ce moment, aller là-bas en ce moment, c'est plus compliqué, disons, là. Mm-hmm. Fait que oui, je pense que je l'ai fait ici, là. Ouais, puis tu l'as fait de manière très, très, très concrète, là, tu sais.
je veux dire, aider des nouveaux arrivants syriens qui arrivent, qui parlent pas la langue, qui ont des enfants, qui doivent aller à l'école, qui doivent apprendre le français, qui doivent travailler, qui doivent subvenir à leurs besoins. Ouais. D'avoir un avocat qui parle leur langue, Ouais. puis qui est empathique à leur situation Ouais. et qui sait ce qu'ils sont en train de traverser. Je veux dire, tu le fais, là. Ouais. Puis je me fais souvent call out sur la langue, tu sais, justement, parce que ça revient à ce qu'on se disait tantôt, un pied en Syrie, un pied au Québec. Tu sais, l'arabe que moi j'ai appris, c'est l'arabe de ma famille, c'est l'arabe un peu courant, un peu usuel, c'est la nourriture, c'est la famille, c'est les choses de base de la vie. Tu sais, moi, j'ai pas appris l'arabe à l'université, là. Fait que des fois, communiquer avec eux des termes qui sont plus techniques, je suis comme aïe aïe. Fait que moi, je traduis ça dans des termes un peu simplets, là, que moi je connais. Puis là, ils me reprennent, puis c'est super sain qu'ils me reprennent. Puis je suis comme, ça, c'est l'échange qu'il faut qu'on aille, tu sais. Moi, je peux vous feeder des notions sur ce que je sais du droit ici, mais j'ai besoin que vous me rameniez à l'ordre en me disant que, ouais, c'est ça, c'est pas tant le bon mot que tu as utilisé, c'est peut-être plus ça. Puis je suis comme, there you go, c'est ça l'échange qu'il faut qu'on aille, tu sais. C'est ça du partage. C'est ça du partage, tu sais. Wow! Puis même en tant qu'arabe, j'ai beaucoup à apprendre d'eux, là. C'est clair. Alors voilà. Et pour répondre à la question, tu penses que quelle langue tu vas apprendre à tes enfants? Hey man, j'avais oublié cette question-là. J'essayais de l'éluder. Je suis ce qu'on appelle en droit un témoin hostile. Peut-être le français. Je sais pas. Mais tu sais, en même temps, un enfant, c'est une éponge, hein? Incroyable. C'est une éponge, puis je le vois avec mes petites cousines. On leur apprend le français, l'anglais, l'arabe, puis they get it, tu sais. Fait Ouais. que, est-ce que ça va être un peu de tout ça? Ce serait génial. Je pense que ça va être ça. Quelle Moi, richesse. j'aime bien ma réponse. Je pense que ça va être... Parce que, tu sais, je peux pas mettre de côté l'arabe, ça, c'est sûr. Mais de leur apprendre l'arabe en premier, je sais pas. Mais peut-être que, tu sais, en même temps, ça va dépendre, je veux dire, De ta conjointe ou de... de ma conjointe, de ma partenaire, tu sais. Qu'est-ce qu'on... Ouais, je peux pas décider ça tout seul. Je tu le sais, mais je trouvais ça intéressant. On va faire des enfants tout seul, on va décider pour eux autres tout seul. Non, Oui, mais c'est parce que je trouve ça génial que tu parles arabe. Ouais. Parce que j'ai beaucoup, puis c'est pas une critique que je leur fais, parce que probablement que dans le même contexte, j'aurais sûrement fait la même chose qu'eux autres, mais je sais qu'enfant, c'est chiant des fois, faire comme « Yo, dude, j'ai pas besoin de ça, tu sais, ça. » Mais je trouve Oui, que... on a tous des amis qui sont comme « Yo, pourquoi faut que j'aille à l'école portugaise le samedi matin? » Mais il y a quelque chose là-dedans de... Tu sais, si tu l'apprends à la maison, je sais pas, il y a quelque chose de très... je sais pas, je trouve que c'est un beau bagage à offrir. C'est un beau... C'est tellement riche, la langue, là, tu sais. Absolument. Absolument. La langue, je l'ai dit tantôt, tu sais, oui, c'est une grammaire, c'est un vocabulaire, mais c'est aussi une culture que tu transmets, c'est aussi une civilisation, une histoire que tu transmets. Fait que c'est sûr que je ne veux pas perdre l'arabe, je ne veux pas que mes enfants perdent l'arabe. Mais il y aura des choix, tu sais, à savoir par quoi est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on le fait, dans quel ordre on le fait. Peut-être qu'on va se dire finalement, pas d'arabe, pas de français, pas d'anglais. Peut-être que, tu sais, je vais habiter, I don't know, là, en Autriche, puis mes enfants vont apprendre le Deutsch. I don't know. Really, I don't know. Tu imagines? Moi qui n'ai pas de relation avec tes enfants. Oui. C'est juste comme... Hein? Qui parle allemand. Hey, les petits! Hey, salut! C'est ça. C'est qui, lui? Oh my God. Good times, hein? T'as-tu encore de l'espoir? On a-tu de l'espoir? Ça va-tu... Tu sais, comme... Je veux qu'on continue, en fait, de parler de ta grand-mère parce que je trouve que c'est un lien tellement spécial, je trouve, qu'uni. Je vois ma mère, mettons, avec mon neveu et mes nièces, puis je suis comme... Ou mon père... C'est unique, le lien grand-parent, petit-enfant, tu sais. Puis... Ouais. Et toi, t'as la chance d'avoir ta grand-mère rendue à 28 ans, tu sais, 29 ans.
Puis, tu sais, elle va bien. On touche du bois. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est spécial comme échange. Je sais que tu as enregistré une conversation avec elle. Tu sais, qu'est-ce qu'elle t'apprend? C'est quoi votre... C'est quoi avoir un grand-parent à 29 ans, tu sais? C'est quoi avoir un grand-parent à 29 ans? Surtout avec le vécu de ta grand-mère. Bien, peut-être que je te répondrais en revenant à ta question de tantôt. T'as-tu de l'espoir? La réponse est oui. C'est quoi avoir un grand-parent? C'est ça. C'est de l'espoir, tu sais. C'est de la richesse, c'est de la beauté. C'est juste de la bonté, un grand-parent, tu sais. Puis ma grand-mère, c'est ça. C'est que de l'écoute. C'est quelqu'un qui a toujours pris sur elle quand moi, j'allais pas bien. Ma grand-mère, elle m'a jamais dit « je vais pas bien », tu sais, je suis malade ou je me sens pas bien ou je file pas bien ou tu sais, ma grand-mère, c'est toujours « comment toi tu vas ». On parle de toi, puis dis-moi comment toi tu te sens, puis si tu te sens pas bien, je vais t'aider, tu sais, je vais prendre ton fardeau puis je vais le mettre sur mes épaules. Fait que c'est ça un grand-parent, c'est de la bonté, c'est quelqu'un qui veut t'aider à enlever tout le poids que tu as accumulé pour t'aider à marcher en avant, à marcher, tu sais, plus loin. Fait que c'est de l'espoir, un grand-parent. Puis ma grand-mère, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai commencé l'hiver dernier à l'enregistrer, ou du moins, je voulais qu'on s'assoie les deux ensemble avec une petite recording machine. Et j'ai juste initié la conversation. Tu sais, c'est comme starter la conversation avec des questions aussi simples de « t'es né où? À quoi ça ressemblait ta chambre? Où t'as habité? C'était quoi le nom de ta première amie? Tu sais? Où t'as étudié? Pour réaliser qu'il y a dans son histoire une richesse et une sagesse que je veux pas perdre, que je veux préserver. Et tu découvres des perles, tu sais. J'étais pas là, moi, en Syrie, quand elle est née, quand elle a grandi, elle qui est née dans les années, 35. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui a connu tellement de changements de régime en Syrie, c'est quelqu'un qui a vu la Terre flip around 100 fois, là, qui a connu la guerre froide, tu sais... fait que c'est riche ce qu'elle a à m'apprendre. C'est de savoir d'où est-ce qu'on vient aussi, tu sais. De réaliser que ma grand-mère est née en Syrie, mais elle a 3 frères et sœurs qui sont nés en Turquie. À l'époque, c'était l'Empire ottoman. Fait que de dire, waouh, tu sais, ma famille a des racines qui sont pas nécessairement celles que je pensais qu'elles étaient. Puis ils se sont déplacés pour des raisons, tu sais. Puis des raisons qui font partie de l'histoire. Parce qu'au début du siècle, il y a eu un génocide, tu sais. Le génocide des Arméniens, le génocide des chrétiens, puis nous, on est chrétiens d'origine, ce qui a amené des mouvements de population, puis une réinstallation en Syrie. Fait que tu te questionnes, tu sais, sur tes origines, de dire, mais est-ce que je suis tout à fait syrien, ou est-ce qu'au fond de moi, est-ce que je suis un peu turc, ou est-ce que, tu sais, je suis autre chose que ça? Alors, c'est ça, un grand-parent. C'était une très longue réponse. Hein? C'est parfait. I'm so sorry, people. Dude, on est sur YouTube puis sur Balado, comme... Les gens peuvent faire avancer rapidement. Ah, man, si les gens font ça, ils passent à côté de l'expérience du podcast. Expérience podcast. With Joey Hanna and Jay Dutombe. Si t'étais... en fait, c'est que... Je veux pas te mettre au pied du mur là, à te poser des questions que t'es comme attends. Mais mettons, moi je trouve que t'as beaucoup de. Mettons que je te laissais la parole, tu sais, tantôt tu disais merci de m'offrir cette visibilité-là ou cette plateforme-là. Tu sais. Ouais. On a tellement de bonnes conversations qu'à chaque fois qu'on se quitte, ça m'habite puis je repense à tout ça pendant des jours, tu sais.
mettons, je sais pas si la question est supposée être si tu étais politicien, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu souhaites ou juste toi, Joanna, comme être humain, c'est quoi, tu sais, comme, c'est quoi qui t'habite puis qu'est-ce que, tu sais, si je te laisse le plancher, c'est quoi que tu nous dis? C'est-tu trop, That's a tough question, my ouais, friend. c'est ça, là. That is one tough question. Qu'est-ce que je vous dirais? C'est tellement de choses, tellement de messages que je veux passer. Est-ce que j'ai coin nécessairement? C'est quoi mon but dans la vie ou mon X? Pas encore. Je pense que je suis une série d'affaires. Je suis un melting pot de valeurs, un melting pot d'idées. Je pense que ce qui m'habite beaucoup, c'est l'être humain, le rapport qu'on a entre êtres humains, tu sais. Je pense que ce qui m'habite beaucoup, c'est le langage. Parce que c'est ça qui nous permet de communiquer, de partager. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Oui, peut-être de la politique, mais tu sais, je pense qu'il y a d'autres choses pour moi avant, que ça soit de l'enseignement, que ça soit de l'activisme, que ça soit juste de s'asseoir, de réfléchir, de lire, d'échanger avec des gens, tu sais, de partager, de réaliser que malgré nos différences, il y a des points en commun qu'on peut trouver, il y a des choses, il y a des choses meilleures auxquelles on peut aspirer tous ensemble. Peut-être que c'est ça que je veux communiquer. Mais après ça, peut-être que dans 6 mois, tu sais, je vais me rasseoir ici puis je vais te dire autre chose. Je veux juste faire du reggaeton, finalement. On cancelle tout ça, puis tout. Tout. Appelez-moi Pitbull. Ouais. Ben écoute, en ce moment, c'est ça, je te dirais. Puis dans les derniers temps, je pense que j'ai pris une pause en septembre dernier d'1 an. Je me suis donné ce cadeau-là. Ça a changé ma vie, mettons au niveau financier. C'est sûr que quand tu arrêtes de travailler et tu n'as plus de revenus, ben it's another lifestyle. Ouais. Mais je trouve qu'on devrait tous prendre des pauses puis des longues pauses dans la vie. Et moi, je me suis lancé un défi intellectuel qui était celui de faire ma maîtrise en droit. Je dis pas que tout le monde devrait faire une maîtrise dans la vie, mais je dis que les gens devraient au moins s'introspecter ou du moins réfléchir à ce qui les habite, à ce qui les entoure, à ce qui les passionne, aux a priori qu'on a, à ce qu'on pense qui est immuable. Ça, c'est immuable pour moi. OK, parfait. J'ai surfé là-dessus pendant 5 ans. J'en ai tiré des fruits. J'en ai mangé une coupe. Mais il en reste pas moins que maintenant, je m'extirpe de ça. Je le regarde puis je me dis, pourquoi c'est immuable pour moi? Pourquoi est-ce que ça, c'est ma vérité? Pourquoi est-ce que pour moi, je crois en ce système-là? Ou pourquoi est-ce que pour moi, ça, c'est plus important que ça? Mm-hmm. Et c'est ce lifestyle un peu de slow living, genre de... T'es un peu reclus, t'es dans tes textes, dans tes papiers. C'est ça, t'es moins dans l'action, t'es plus dans l'introspection, l'observation, autant revenir sur ce que t'as vécu, faire qu'est-ce que j'en pense réellement, puis avec ce que j'ai appris, où je veux aller. Ouais. Puis notre société nous demande tellement d'être dans l'action, puis dans l'immédiat et dans l'instantanéité, que de se donner ce cadeau-là, de se dire hey, moi, je me prends 1 an pour réfléchir à des questions que je vais me poser. Puis je vais prendre le temps que ça va prendre. Puis ça, c'est un luxe, hein, on ne se le cachera pas. Là, c'est un luxe. Là. Absolument. Un gros luxe. Ouais. Mais si tu as la chance, si tu as ce privilège-là, je t'invite à le faire. Je t'invite à te remettre en question, à revenir à tes vérités initiales, puis te dire ouais, maybe there's something else. Maybe je peux comprendre le monde d'une autre manière. Puis je suis convaincu que mon retour au travail éventuel, je vais l'appréhender de manière très différente. Mon rapport avec mon travail va être très différent. Mon rapport avec ma clientèle, mon rapport avec le droit, je vais tout voir de manière différente. Oui, parce que se poser des questions comme, tu sais, pourquoi je fais ça?
pourquoi, là, c'est vraiment une bonne question, là, tu sais, d'aller dans la compréhension. Même avant ça, tu sais, faire qu'est-ce que moi je veux faire, Ouais. sincèrement, tu sais, dans la vie. Même pas professionnellement, tu sais, comment je veux me sentir, qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais. Tu sais, c'est des questions qui sont tellement grandes, Ouais. puis qui nécessitent beaucoup de réflexion. Puis c'est fascinant aussi à quel point le fait d'arrêter, c'est pas quelque chose qui nous fait figer. Au Ouais. contraire, ça continue de nous faire bouger. Après ça, je te dis pas qu'en repartir la machine, c'est pas difficile ou Tout à fait. effrayant, Tout à fait. mais au moins c'est ancré dans quelque chose de peut-être plus véridique, sincère. Exactement. Puis je parlais avec un ami dernièrement pour un projet, puis un super beau projet, puis tu sais, il y avait plein d'idées, puis j'étais comme, ben là, tu me parles beaucoup de moyens, tu me parles beaucoup de finalités, tu me parles beaucoup de stratégie, mais c'est quoi l'objectif? Puis là, ben ça a pris un certain temps. Puis j'étais comme, peut-être qu'il faut qu'on revienne à la base puis se poser la question, tu sais, pourquoi on fait ça? C'est quoi notre objectif au fond? Avant de se lancer dans 1001 stratégies, tu sais, tirer partout, là, mais de se dire, hey, c'est quoi le message qu'on veut faire passer, tu sais? Au fond, c'est quoi, là? Habituellement, c'est juste une petite phrase, puis c'est de là que ça part. Fait que c'est de revenir vers ce centre-là. C'est ça que je vis en ce moment, puis comme je le dis, c'est un privilège, et si les gens peuvent se permettre ce privilège-là, ben je les invite à le faire. Et moi, j'ai choisi de prendre ce temps-là pour réfléchir sur mon milieu, sur le droit, sur les inégalités qui sont colportées, qui sont transmises par le milieu juridique, par le langage du droit. J'ai décidé de plus rester perméable à ça ou imperméable à ça, puis de m'immerger là-dedans, de dire, ben c'est peut-être ça ma lutte, tu sais, c'est peut-être ça la compréhension que je veux avoir du système dans lequel je suis. So let's go all out. En plus, je pense que t'es un bon activiste, comme ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de ton être, mais t'es quelqu'un de réfléchi. Tu sais, fait que je trouve que t'es particulièrement... ça attire. On a le goût de te suivre, on a le goût de te croire, on a le goût de t'entendre. Tu sais, Ben merci. c'est comme très inspirant de te regarder aller. Ben je crois beaucoup dans l'activisme presque personnel, tu sais. Et je pense que c'est très rare qu'on va croiser dans nos vies des personnalités qui vont être capables de rejoindre des millions de personnes. Tu sais. On n'est pas tous Nelson Mandela, tu sais. Alors, l'activisme, ou du moins la différence qu'on peut faire dans notre milieu proche, c'est là l'activisme le plus fort, tu sais. Parmi notre famille, nos amis, notre milieu de travail, notre entourage. Comment est-ce qu'on peut amener ces gens-là justement à se questionner, à se remettre en question, à réfléchir sur leur comportement? Puis c'est ça que j'essaie de faire, puis c'est ça que du moins je fais dans mes milieux à moi, tu sais. Puis mon but, c'est pas d'aller à RDI à tous les matins, puis de commenter, puis de dire voici, voilà. Il y en a qui le font, puis tant mieux. Puis je veux dire, c'est leur travail. Mais ça fait quelques années déjà que je m'implique dans la communauté syrienne, puis c'est dans des sous-sols d'église, puis c'est avec des petits groupes, puis oui, on est 50, puis j'ai pas de micro, puis c'est un PowerPoint sur une vieille toile, puis c'est du café un peu froid, mais c'est correct, c'est ça de l'activisme aussi, c'est de t'asseoir avec du monde puis de jaser. C'est rarement glam, l'activiste. C'est pas fait pour être glam, là. Full. C'est pas supposé être glam. Exact, tu sais, puis je veux dire, je siège sur un CA depuis, 6 ans, 7 ans maintenant. C'est le CA du camp de jour que moi j'ai fréquenté plus jeune, où moi j'ai travaillé, puis je suis président depuis plusieurs années maintenant, puis c'est ça de l'activisme aussi, c'est de dire, ben je prends sur moi, tu sais, j'ai reçu de mon milieu, puis là, je redonne à mon milieu. Mon milieu a fait de moi la personne que je suis. Ben maintenant, c'est à mon tour de donner, tu sais. Et en ce moment, je suis un cours sur l'État. C'est quoi l'État? C'est quoi les grandes transformations de l'État? Puis c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Puis un des grands concepts qui imbibe l'État, c'est le concept de redistribution. Comment est-ce qu'on redistribue la richesse, tu sais? Mais on peut appliquer ce concept-là à nous-mêmes, tu sais. Comment est-ce que nous-mêmes, on redistribue notre richesse? Puis
je pense qu'avec le fait que je suis membre du barreau, être un professionnel, ça vient avec un statut. Puis quand tu as un statut dans la société, ça vient avec une responsabilité. Puis tu as une responsabilité de redistribuer tes connaissances, de redistribuer ton temps à d'autres. Puis j'essaie de le faire. Puis j'essaie de me dire, moi, c'est quoi ma richesse, puis comment est-ce que je peux la redistribuer, comment est-ce que je peux la partager. Parce que à quoi ça sert de garder tout ça pour moi, tu sais? Mm-hmm. À quoi ça sert de dire, ben c'est tout mon argent à moi, puis c'est toutes mes connaissances à moi, puis toutes mes affaires à moi, puis pas touche aux autres, tu sais? Pourquoi? Mm-hmm. Hey, ma porte est ouverte, là, si tu as envie de jaser, on jase. Puis c'est fascinant comment aussi, quand il suffit de l'essayer pour comprendre là, à quel point, tu sais, c'est cliché de dire à quel point donner, ça fait du bien. Ouais. Même à la personne qui donne, tu sais, on se sent bien. Tout à fait. Et c'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. La générosité, c'est très, très, très positif. Ça nous revient. Ouais. Jamais, je pense que l'idée de faire « Ah, je vais garder ça pour moi », ça va donner quelque chose de positif. J'en doute fort. Au contraire, ça te revient tellement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais. Tout à fait. Tu penses que c'est quoi, toi, ta richesse ou tes richesses? Ben moi, j'ai un CELI. Et ce sont mes seules épargnes. Je sais pas c'est quoi ma richesse, Jay. Hey, tu me poses des bonnes questions aujourd'hui, j'aime pas ça. Ben, non, c'est pas vrai, j'aime ça. Ben oui, c'est juste que je sais à quel point t'es humble et qui fait en sorte que je pourrais, moi, te dire tes richesses, mais c'est pas intéressant. Non, je comprends. Puis c'est correct d'assumer, c'est pas d'être hautain que de faire « Hey, tu sais quoi, là-dedans, je suis bon, ça, je l'ai. » Puis ça veut pas dire non plus qu'une richesse, ça veut pas dire que c'est quelque chose que t'as pas encore à continuer à améliorer ou à nourrir. Là. T'as raison. T'as raison, je vais arrêter de me dévaloriser à ton micro. Yeah. Je pense que ma culture, mes origines, c'est une grande richesse parce que c'est une partie constitutive, très, très, très prenante de moi. Je pense que je suis un bon communicateur. Excellent. Merci. Je pense que je suis un bon vulgarisateur. Je pense que je suis un bon pédagogue et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de déboulonner des concepts parfois complexes, puis de les simplifier, de les rendre accessibles. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans... Je m'excuse, je remets mes lunettes parce que je vois absolument rien. Je suis très myope. Les gens qui nous écoutent en ce moment, ils te remercient beaucoup que tu l'aies mentionné. Souvent, quand tu lis de la littérature scientifique, quand tu lis, par exemple, des maîtrises, des thèses, des articles scientifiques, t'es comme « Aïe, c'est un langage d'initiés, c'est un langage de gens qui se comprennent entre eux. » Des fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rendre ça plus accessible? T'sais? Mais après ça, bon, il y a le public à qui ça s'adresse. Mais tu peux être l'entremetteur entre ces deux affaires-là. Exactement. Oui, il y a la communauté épistémique qui partage une culture, qui partage un vocabulaire, qui se comprend. On est des avocats, puis on parle le même langage, puis c'est correct qu'on écrive pour nous autres. Mais des fois, c'est important aussi de prendre ça, puis d'écrire pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas fait 3 ans de bac, 1 an de barreau, maîtrise, 1 an de stage, machin, 5 ans de pratique, qui arrive pour une première fois dans un palais de justice puis qui fasse comme « Yo, comme c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? » Moi, c'est une des premières fois que je t'ai dit quand tu t'es mis à pratiquer, j'étais comme... J'ai été une fois en cours, il y a très longtemps de ça, puis en sortant, j'ai pleuré. J'avais perdu mon permis parce que j'avais pogné trop de tickets quand j'étais plus jeune. Puis tout était comme non, tu sais, va en cours pour tel ticket. Puis je suis comme, je veux plus y aller. Je vais faire 3 mois pour le permis, puis après ça, on n'en parlera plus. Là. Tu sais, comme j'étais là en Bermuda, puis avec ma petite chemise carottée, puis c'était un milieu hostile pour moi, tu sais. Mais toi, tu baignes là-dedans au bout, puis je pense que justement, t'es le parfait entremetteur entre les gens comme moi pour qui c'est comme « Hey man, moi là, ça, là, je sais pas comment être ici ou dans ce milieu-là. Ouais. » Et toi, à l'inverse, tu y baignes, puis c'est ton milieu, puis tu fais « Ah non, viens, je vais te l'apprendre. » Puis ça me fait rire parce que même sur les réseaux sociaux, ce que tu partages, je trouve que
T'as vraiment, puis on en a déjà parlé, mais tu sais, t'as vraiment un contenu original, unique, qui te ressemble à toi, puis t'as comme un souci d'éducation, même sur une plateforme aussi futile, mettons, ou du moins remplie de futilité. Puis ça me fait rire, parce que j'ai un de mes amis qui m'a dit, récemment, on parlait de tout, puis il est comme « Ah, je comprends rien quand il poste. » Mais tu sais, comme tellement, hey, j'ai ri, là, mais j'étais comme, dude, lis, puis pense. Fais juste ça. Tu as le droit de pas comprendre. Ouais. Lis les mots, pense à ce que ça te fait sentir, puis il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Effectivement. Tu sais, tu partages de la poésie, tu partages des réflexions. Maintenant, c'est comment ça te fait sentir. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça fait réagir? Ouais. C'est juste ça, tu sais. Puis pour vrai, honnêtement, je pense que je suis fin, là. Les gens qui m'écrivent, je leur réponds habituellement tous. Puis si tu as envie de comme, tu sais, tu comprends pas, si tu veux avoir un contexte, si tu veux savoir c'est qui, c'est quoi, gêne-toi pas, là. Écris-moi, puis on va échanger, on va en jaser, puis ça va me faire full plaisir, là. Mais oui, j'ai ce souci-là de partager ce que je lis beaucoup, puis je lis énormément de poésie, puis je trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans la poésie parce que justement, c'est pas statique, la poésie. C'est pas genre, voici la trame narrative, voici les personnages, voici l'élément déclencheur, l'action, le dénouement, là. C'est bien, dans ce poème, j'exprime quelque chose. Je véhicule des sentiments, je véhicule ce que je vois, comment je me sens, j'exprime des valeurs. Puis après ça, ben, c'est à toi de comme internaliser ça, de le recevoir puis de dire, ça me rejoint-tu? Pourquoi? À quoi ça fait appel? Qu'est-ce que ça enclenche comme mécanisme chez moi de réaction? Fait que c'est ça que je trouve beau de la poésie, tu sais. Puis je vais continuer à en publier, puis je trouve qu'on a tellement de richesses au Québec, beaucoup de jeunes poètes et des poétesses qui écrivent tellement bien, puis des beaux ouvrages. Fait que I'm going all out, baby. Dans tes derniers, si, mettons, il y a des gens qui sont curieux de savoir 2-3 recueils que tu as particulièrement appréciés ou des auteurs ou autrices? Dernièrement, j'ai lu Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Fait que poésie étrangère. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai lu beaucoup de Carole Dion, Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles. J'ai lu L'année de ma disparition de Carole Dion. Un poète que j'aime beaucoup, José Aclin, un homme. José Aclin qui écrit Chien d'azur et L'inconscient du soleil. C'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. C'est un vieux recueil, par contre, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté dernièrement un recueil de Michel Leclerc. Je l'ai acheté, écoute, il y a 2 jours. Là. C'est L'inquiétude, ou genre L'inquiétude m'habite, là, de quoi dans le genre. Là. J'ai lu un poème, puis ça m'a comme... Je l'ai fermé, là, j'étais comme, c'est vraiment intense en ce moment. Je lis ça, puis tout ce qui se passe, je trouve ça intense, fait que je l'ai comme mis de côté un petit peu, là. Mais sinon, tu sais, pour ne nommer que ceux-là, les auteurs que j'aime beaucoup au Québec, Jean-Christophe Réel, Rose-Élie Seri. Jean-Christophe Réel, c'est lui qui a écrit Ce qu'on respire sur Tatooine. Sur Tatooine. Voilà. La fatigue des fruits. Ouais. Rose-Élie Seri, Là où fut le monde en lumière, que j'aime beaucoup. Marie-André Gill, Chauffer le dehors. C'est un recueil que je prête souvent à des gens. OK. Qui est un recueil qui fait verser quelques larmes à bien des gens. Maud Veilleux, Maud Jarry, Si j'étais un motel, j'afficherais toujours complet. Mourir m'arrive, Fernand Durepos. Tu sais, il y en a plein. Là, mettons quelqu'un qui est sait pas par où commencer. Ouais. Si t'avais à conseiller. Écris-moi. J'ai des listes. Pour Ouais. vrai, il y a tellement de gens qui m'ont écrit genre « Yo, je sais pas par où commencer que je me suis fait des listes et je les envoie aux gens. Puis souvent, les gens sont comme « Oh my God! » Puis là, je suis comme « Ben, tu sais, tu veux commencer? Let's go! » là. Fait que j'ai vraiment genre classé tout ça. Tu sais, j'ai de la poésie étrangère, j'ai de la poésie féministe, de la poésie engagée, j'ai de la poésie plus soft, plus, tu sais, des fois, on veut juste un peu de douceur. Ouais. Il y a de la poésie un peu sexue aussi que les gens vont apprécier lire, tu sais, fait que
Prends ce qui te tente là-dedans. Ça, t'as trouvé ça quand t'es retourné chez tes parents, t'es comme, ouais, c'est Pornhub, c'est moins subtil dans la chambre. Je vais lire un livre, ils se douteront de rien. D'aimer. C'est ça. Ouais, c'est sûr que... mettons que retourner chez tes parents, plus la COVID, ça change. Ça change ta vie. Ça change ta vie, mais appelons ça une période de réflexion. Ouais. Une période de retour aux sources. C'est tellement difficile mais c'est ça, je trouve que c'est beaucoup de par ce qu'on consomme. Je trouve que on est plus en contrôle sur comment on se sent qu'on le pense, je pense. Et qui fait en sorte que, tu sais, mettons, une journée où je suis triste sans savoir nécessairement d'où ça vient ou pourquoi, ben je vais faire attention à la musique que j'écoute, ou le film que je vais écouter, ou après ça veut pas dire que je vais éviter l'émotion. Tu sais, je vais me poser des questions. Des fois, je vais faire complètement l'inverse. Je vais faire, hey, je me sens de même, puis je vais écouter de la musique qui va comme, on va au bout de ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, go, sors, là, tu sais. Mais moi, ça passe beaucoup par l'écriture aussi, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai moins ce réflexe-là. On m'écrit souvent pour me dire « Hey, toi, est-ce que tu publies? Est-ce que tu... » En plus, tu as une belle plume. Tu écris très, 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 très bien. Ben merci. Mais j'ai pas la prétention d'écrire de la poésie. Je pense pas avoir les connaissances nécessaires. Mais tu vois, j'avais... Là, je t'arrête ici, là, mais j'ai commencé le documentaire de Beastie Boys, OK? OK. Puis j'ai réalisé à quel point ils savaient pas... Comme il y a personne... Ils n'ont pas étudié, ils ont rien, ils connaissent rien. À un moment donné, ils sont juste mis à faire de la musique, tu sais. Puis après ça, j'ai poussé ma réflexion, puis j'étais comme... Je notais, puis j'étais comme... Ah, il n'y a jamais personne qui me dit que j'étais un humoriste professionnel. Ouais. La seule raison qui fait que je suis un humoriste, entre guillemets, professionnel, c'est que les gens ont acheté des billets. C'est... Tu sais, je veux dire, quand tu sors de l'école de l'humour, t'es pas un humoriste nécessairement professionnel. En fait, loin de là. Ouais. Tu sais, comme... Tu comprends? Après ça, c'est là où... Puis je comprends que, encore une fois, c'est plein d'humilité, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de beau dans l'humilité, mais je pense pas, il faut que ça freine. Puis peut-être que c'est pas un désir, ça n'a pas besoin d'être un désir. C'est pas parce que tu écris bien que tu es obligé de publier ou de te faire éditer ou d'écrire quelque chose. T'es pas obligé si c'est pas quelque chose que tu as en toi. Mais si le seul frein que tu as à faire ça, c'est « Ah, moi, c'est pas ça mon métier. » C'est comme « Hey man, j'ai écrit un court roman, puis c'est pas ça mon métier, tu sais. Et j'ai été terrorisé de A à Z, puis je veux assurément pas le relire parce que c'est sûr que c'est gênant. Mais en même temps, ça a débloqué de quoi dans ma tête de faire « Ah, OK, tu sais. » C'est très vrai ce que tu dis. Puis peut-être qu'au fond, j'ai pas peur de ce qui va sortir, mais peur de la réception des gens, tu sais, puis peur de prétendre à un titre que j'ai pas, mais après ça, tu l'as dit, t'es devenu humoriste professionnel parce que les gens ont acheté des billets et je fais un parallèle très théorique ici et avec le droit où je réfléchis beaucoup à c'est quoi le droit, tu sais, puis ultimement, le droit, c'est ce que les acteurs en font. Puis t'es un humoriste parce qu'on t'a reconnu, parce que tes pairs t'ont reconnu, le public t'a reconnu, ce qui fait en sorte qu'on t'a élevé à ce statut-là, tu sais. Fait que t'as raison, qu'il faut pas s'arrêter pourquoi je m'en allais là? Hey, j'ai perdu Dans ton milieu, les acteurs. C'est ça. Fait qu'il faut pas s'arrêter à avoir peur du jugement des autres ou à se dire j'ai peut-être pas les codes ou les référents du milieu parce que ultimement c'est le milieu qui fait quitter, tu sais. Puis ça se peut que le milieu de la poésie fasse ben ça c'est pas de la poésie puis tu sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître ton art qui va être une forme d'art différente puis c'est bien correct aussi là. Ben il y a quelque chose aussi de mais le point est puis je reviens à mon idée puis je m'excuse tout le monde d'avoir fait ce glitch là. C'est de se dire, c'est pas nécessaire qu'on ait toujours les codes ou, tu sais, qu'on vienne du moule du milieu pour assumer qu'on puisse créer des choses qui font partie de ce milieu-là. T'sais. Exact. Au contraire, en plus, parce que si je prends l'exemple de mon père, qui en 2005 achète un vignoble, connaît rien là-dedans, outre le fait qu'il apprécie le vin grandement, puis il rentre dans ce milieu-là, puis il arrive avec un regard complètement nouveau, qui fait en sorte qu'il pose des questions. Il n'est pas gêné de dire « Je sais quoi ça, je comprends pas, peux-tu m'expliquer? » Qui fait en sorte qu'il observe
un peu tout ce qui se fait partout. Il a fait des voyages pour ça, il a lu des livres, puis après ça, il analyse. OK, ben nous, on est dans tel coin. Fait que je pense que les meilleures manières de faire, c'est ça, ça, ça. Ça veut pas dire qu'on s'est pas trompé, mais du moins, puis il a fait en sorte que rapidement, il est devenu un des tops dans son milieu, tu sais. Ouais. Qui fait que des fois, un regard nouveau, c'est très, très, très puissant. Tout à fait. Si tu es prêt à faire le travail, tu sais. Tout à fait. Mais il y a quelque chose de très... aussi, on est habitué de compartimenter les affaires. Tellement. Puis ça, c'est quelque chose que même moi, c'est quelque chose contre lequel je me bats juste moi-même. Moi, premier, faire, mais ouais. tu sais, même chose, faire je suis un humoriste, mais là, tu sais, j'ai un podcast, mais j'anime une télé-réalité, mais là, je voudrais faire plus d'entrevues. À un moment donné, je suis comme, je suis quoi? Je suis toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis si tu veux me voir être drôle, viens me voir faire du stand-up. Ouais. Puis si t'es intéressé à autre chose, suis-moi ailleurs. Si je t'intéresse pas, il n'y en a pas de problème. Tu sais, mais c'est fascinant comment le regard... Moi, je comprends même pas que je pratique ce métier-là parce que j'ai toujours été figé par le regard des autres, mais on dirait que j'ai assez d'innocence en moi pour le faire. Tu comprends? Une espèce de... Une belle candeur. Genre, Ouais. une espèce de juste milieu où je doute tellement fort, ça fait que je travaille très, très fort, mais je doute pas assez pour pas le faire. Ouais. Puis je me trouve chanceux d'être comme ça, tu sais. Mais, en effet, l'époque à laquelle on vit, par rapport au regard des autres, par rapport à la vie publique, par rapport à la vulnérabilité de publier quoi que ce soit, c'est gênant, ça fait peur, c'est effrayant, ça peut devenir... Mais faut pas... faut un peu... Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très... tu sais, j'écoutais des gens parler de Dave Chappelle, tu sais, puis c'est comme, il est fearless, tu sais. Puis ça, c'est une qualité qui est quand même... Puis même lui, il l'a expliqué dans son Mark Twain Prize Award, il est comme, tu sais, je suis pas fearless, tu sais, ça existe pas, quelqu'un qui a vraiment peur de rien, c'est pas positif, tu sais. Non. Mais il y avait un saying que sa mère il a dit qui a appliqué, tu sais, puis il est comme, sometimes you need to be the lion... j'ai pas la phrase exacte, mais sometimes you need to play the lion to be the real lamb you are. De quoi de même, là, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, juste comme sortir les griffes pour après ça. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que j'étais comme, fais juste le faire. Mais il faut oser. Puis assume. Faut oser. Tout à fait. C'est vraiment une belle réflexion. Et je pense qu'il faut oser. Il faut... Il faut oser. Il faut... Tu sais, on est tous porteurs d'un message. On est tous porteurs d'une petite vérité qui est la nôtre. Puis si on a le goût de communiquer, ben on le fait. Puis put your heart out there and then you'll see. Yeah. Il faut... absolument. Puis... mais c'est ça. C'est une époque particulière. Tu sais, je t'en parlais cette semaine, comment... Justement, tu sais, le regard des autres, ça finit par être un peu... pesant, tu sais, inconsciemment. Aussi, inconsciemment, tu t'en rends pas compte, tu sais. Puis justement, tu sais, tantôt, tu parlais de prendre une pause. C'est drôle, encore une fois, dans notre timing de vie, comment on a eu une pause sensiblement en même temps. En même temps, ouais. Tu sais, comment moi, j'ai pris plusieurs mois à me détacher de tout ça. Puis c'est fou comment, inconsciemment, on est en performance. En tout cas, moi, inconsciemment, j'ai réalisé... Ça faisait 2 semaines que j'étais en Nouvelle-Zélande, puis je disais à Laurent, le gars que j'ai rencontré là-bas avec qui je voyageais, comment ça se fait que je trippe pas plus? Puis après ça, la réflexion que j'ai eue, c'est... En ce moment, t'as rien à prouver à personne. Mm-hmm. Who gives que t'as manqué tes pâtes? On s'en calisse. Ouais. C'est pour l'anecdote. Là, en ce moment, t'es en train de penser à l'anecdote que tu vas raconter à tes amis. Ouais. De faire « Ah, man, c'était malade! On a croisé des... » Non, juste... C'est pas ça que tu venais chercher. Ouais. Pose-toi, puis arrête, puis c'est supposé d'être un peu dur, tu sais. Ce l'est super difficile dans notre société où on est toujours en interaction l'un avec l'autre. Mais de se poser, justement, puis de laisser aller des choses, c'est facile de, être un peu prisonnier de nos pensées. Fait que je pense qu'il faut qu'on trouve des exutoires. Si pour toi, l'exutoire, c'est une pause d'1 an, let it be. Si pour toi, l'exutoire, c'est la peinture à numéro, then do so. Puis si pour toi, l'exutoire, c'est d'écouter une télésérie, then do it, tu sais.
mais il faut qu'on trouve ce temps de pause-là parce que, oui, ça peut être troublant et envahissant d'être toujours en performance et de toujours nourrir une machine qui, au fond, finit par nous manger, par nous gruger un peu de l'intérieur, tu sais. Absolument. So give yourself a break, people. Take a glass of water right now. OK, continue. Ce podcast passe à un... comment t'appelles ça? Du ASMR, là? Ah oui, c'est ça. Cette affaire-là. Là. Cette affaire-là, un peu particulière. Je sais que t'es un... j'imagine qu'on on est rendu à combien de temps, mon beau Nicole? Il est midi 22. OK, parfait. Oh là là! Ouais, C'est la fin, ça? on approche de la fin. Je voulais qu'on parle de musique un petit peu, tes recommandations musicales ou... Dernièrement? Ouais, ou de vie. C'est qui tes artistes de vie, mettons? Tu sais, moi, mettons, je sais que Frank Ocean est là, Kanye est là. Ouais. Tu sais, Patrick Watson est là. Ouais. Tu sais, c'est comme des artistes que c'est comme, ils vont toujours rester là, tu sais. Mais après ça, t'as plein de petits artistes tu sais, comme par année, là, tu sais, whatever. Là, tu sais. Définitivement. C'est Puis je pense des artistes un peu par période de vie. Ouais. Mettons, looking back à jeune moi au secondaire qui écoutait et qui portait fièrement son chandail de Coldplay, Ouais. Viva la Vida. T'avais-tu été voir la tournée Viva la Vida? J'avais été voir la tournée. Je pense que c'était la bonne tournée à aller voir. Comme c'était la bonne dernière. Je te dis pas que je retournerais voir Coldplay en show, je pense n'importe quand, là, mais je pense que cette tournée-là particulièrement, c'était comme. C'était un bon temps pour aller voir. Définitivement. Mais tu sais, je veux dire, jeune moi écoutait Coldplay, écoutait Dead Cap for Cutie. Yes! Puis, tu sais, on s'est beaucoup rejoint là-dessus. Je pense que aussi, il y a des. On aurait pu se rencontrer à n'importe quel moment dans nos vies. Je pense qu'on aurait été amis. C'est drôle, hein? Ouais. Mais après ça, j'ai vieilli un petit peu, puis là, tu sais, tu finis par... en fait, je me suis immergé dans le hip-hop, dans le rap. Ouais. Un artiste que j'adore et que j'admire beaucoup, c'est J. Cole. Ouais. Très Très activiste aussi. tu sais, il sort manifester, là. Ouais. Puis il est comme, je suis comme vous autres. Ouais. Souvent, je t'ai parlé de J. Cole, puis je t'ai dit, ce gars-là, il est comme nous autres. Ouais, j'en ai parlé sur le podcast, comment toi et moi, on utilise beaucoup cette expression-là Ouais. pour parler des gens. Ah, ça, cette personne-là, c'est une comme nous autres. Ouais, exact. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut offrir, toi et moi. Exact. Fait que, tu sais, hip-hop, pas mal out there, assez généralisé. Je pige un peu partout. Beaucoup aussi relié, j'imagine, la raison pour laquelle J. Cole ressort du lot, c'est encore une fois, ça revient à la langue. C'est que toi, évidemment, que t'aimes le beat, t'aimes ce que ça te fait ressentir, mais tu vas aller lire les lyrics, puis qui fait en sorte que lui, le fait qu'il prenne position, Exact. le fait qu'il parle de quelque chose, Ouais. d'enjeu. Le message, il est chargé. En fait, son rap est chargé d'un message, puis c'est ce qu'on pourrait appeler, par exemple, du rap conscient. Fait que oui, moi, je m'intéresse beaucoup aux lyricistes. C'est ce qui fait que t'aimes plus J. Cole, mettons, qu'Avril Lavigne, sans rien y enlever. Sans rien enlever à On la Lavigne. salue d'ailleurs. On la salue, puis son message est différent aussi, là, mais comme chacun est rejoint par... Quand t'écoutes J. Cole, t'as envie de t'éduquer puis de revendiquer, puis quand t'écoutes Avril Lavigne, t'as envie d'aller péter un skate au Mike Champlain. You know? Fait que ouais, Cole, le rap, le hip-hop en général. Qu'est-ce que j'ai écouté beaucoup dernièrement pendant la pandémie? Beaucoup de musique classique. Ah ouais? Puis je dis du classique, beaucoup de piano, tu sais. Tu l'aimes, je l'aime beaucoup. Strelski. Alexandra. Ludovico Einaudi, que j'aime énormément. J'ai écouté aussi, j'aime beaucoup le Afrobeat. OK. J'en parle avec des amis dernièrement. Je suis des playlists sur Apple Music. Puis Ouais. une des playlists que j'aime le plus suivre, c'est Top 100 Nigeria. Ouais. C'est malade, là. Fait que, tu sais, toute l'espèce de nouvelle vague de Afrobeat qui est loin mettons, du vieux Afrobeat, genre du Fela Kuti. Mais là, on est avec du Wizkid, Davido, Burna Boy, Omala. Fait que c'est une nouvelle génération qui investit des grassroots beats un peu, là, puis qui amène ça sur la radio commerciale, puis j'apprécie beaucoup. J'ai écouté beaucoup un CD de Collie Buddz qui nous est revenu avec un CD de Rhythm. Fait que c'est 22 tunes avec le même rythme, mais 22 artistes différents
Fait que chacun sa tune. Fait que c'est de voir qu'avec un rythme, tu peux faire 22 chansons différentes. Wow. Puis c'est ça aussi l'art du rhythm, tu sais, fait que les influences des Antilles. J'ai écouté beaucoup Bad Bunny dernièrement, un artiste que j'adore. Bad Bunny, J'ai tellement pensé à toi quand j'étais... je pense que je te l'avais écrit. J'étais à... ah mon Dieu, c'est quoi le nom? J'oublie, c'est au nord de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. Abel Tasman. OK. On dirait... Comme c'est des plages, il fait chaud. C'est très, très, très tropical. Ouais. C'est pas du tout... Je m'attendais pas à voir ce genre de place-là en allant en Nouvelle-Zélande, mais c'est vraiment un pays surprenant où il y a de tout, là. Ouais. Et là, vraiment, tu m'aurais dit, genre, mettons, tu me bandes les yeux, tu me débarques là, tu fais, on est où? Je fais, sûrement quelque part à Hawaï, mettons. Ouais. Non. Nouvelle-Zélande, Abel Tasman, puis Bad Bunny vient de sortir son nouvel album, pas le dernier album qui est sorti, Celui l'autre. avant. YH, je sais pas comment le dire. Là. Yo, mais Dano Lagana, quelque chose dans c'est c'est ça. long, là, ouais. Puis j'avais un hike à faire, mais il fallait que je remonte rapidement. J'avais beaucoup de routes à faire dans la dernière semaine, qui a fait en sorte que le dernier hike... je voulais faire le hike parce que je voulais profiter, mais en même temps, je voulais pas prendre 4 heures pour le faire. Ouais. C'était pas un hike qui était très dur. C'était vraiment du plat. Fait que j'ai fait, je vais le jogger, tu sais. Mettons un 12 km. Puis, et je me suis mis son album et j'ai pensé à toi go. tout le long. Yes. Tout le long. J'étais comme, en ce moment, je suis Joanna. Je jogue et j'écoute du reggaeton. Mais j'adore ça parce que, tu sais, c'est vibrant le reggaeton. Ouais. Puis peut-être qu'en fait, on peut faire une critique forcément à un passé, un message ou des paroles par le passé qui avaient des connotations très masochistes. C'est vrai, tu sais. Autant qu'on peut faire la critique sur le rap. Mais il en reste pas moins qu'il y a une nouvelle vibe dans le reggaeton qui amène la musique ailleurs, qui amène le message ailleurs. Bad Bunny, quelqu'un qui se positionne beaucoup aussi sur les enjeux sociaux, notamment pour la communauté LGBTQ+. Là. Donc, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Sinon, en ce moment, dernièrement, j'ai écouté, avec tout ce qui se passe, là, beaucoup de Georgia Smith, Lauryn Hill, que j'adore écouter. Et quand je veux me détendre un peu, Aaliyah. Alors, je reviens un peu aux sources. Fait que trouvez ce qui vous fait du bien, trouvez ce qui vous parle, trouvez votre petite vérité à vous. Il y a un show que j'ai écouté sur YouTube récemment que vous pouvez voir entièrement. Un show auquel j'ai assisté pendant que j'étais en Afrique du Sud au festival qui s'appelle Rocking the Daisies. Ouais. Qui est un festival en Afrique du Sud, probablement un des plus gros, en fait, auquel je suis allé avec une partie de l'équipe d'OD pendant un week-end. Puis le show de Tash Sultana est en entier. Ouais. Puis je l'ai réécouté sur YouTube, puis je capotais. So good. Puis tu sais aussi d'avoir accès à un show auquel tu as assisté, Ouais. tout ce que ça vient trigger, genre. Ouais. Man, c'est spécial. Ouais. Revivre des émotions. Ouais. Moi, il y a Choker que j'ai découvert récemment. C'est vrai, tu m'en as parlé. Alexis GR qui m'a envoyé ça. Il est comme, dude, je pense que tu vas aimer ça. Ça fait penser à Frank Ocean. Puis comme de fait, je suis comme, oh my God, c'est extraordinaire. Je suis retombé dans Kids See Ghost. Really? De Kid Cudi? Kid Cudi puis Kanye, ouais. Je sais pas, je suis retombé là-dedans puis je suis comme, ah, c'est extraordinaire. Ouais. J'aime l'espèce de côté animal, là, le côté libre de tu sais, comme juste comme revenir à la base, l'espèce de yo, il gueule là-dedans, là, puis il y a quelque chose de. Il est pas gêné, il a pas peur, il y a quelque chose de très, très. Out there. Là. Ah, man. Wow. Très libérateur. Hey, c'est drôle. Moi, dans mes courses dernièrement, j'ai écouté beaucoup de Common puis beaucoup de Mos Def. Yeah. Il est où, Mos Def? Bonne question. Il avait essayé de faire du stand-up il y a comme 3 ans, 4 ans, ici à Montréal. Je sais. Un personnage... Mos Def qui chante, sais-tu Two Words avec Kanye? Avec Kanye. Sur College Dropout, qui est une chanson extraordinaire. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis un gars qui, tu sais, tantôt on parlait des lyricistes, là, je veux dire, Mos Def, Talib Kweli, Common, c'est des gars qui... Common est là depuis toujours. Là, il vieillit pas, ce gars-là. Non. Man! En effet, va toujours rester beau. Un peu comme John Legend. Je trouve qu'à chaque année, il vieillit, mais wow, comme un gars comme Pharrell. Ouais, dude! T'es comme...
Pharrell Williams, Are you aging or? man, il est identique. Mais Ouais. faut dire aussi qu'il a commencé à genre 16 ans. Ouais, mettons. je sais. Comme je sais. The Neptunes, c'était big quand il Ouais. avait 16 ans, là, à Ouais. peu près, là, qui a fait Ouais. en sorte que, ben, mettons, ça fait 20 ans qu'il est là, mais il y en a 36, tu sais. Fait que Ouais. il y a ça, là, il y a début quarantaine, Pharrell, je Ouais. pense, là, mais c'est fou la quantité d'artistes qui ont eu un succès grâce à The À Neptunes. Pharrell, là. tout à fait. The Neptunes, Pharrell, tout à fait, comme producer à l'époque. En effet. Ouais. Joey, le mot de la fin t'appartient. Le mot de la fin m'appartient. Ouais, tu nous laisses avec ce que tu veux. Sinon, je peux te poser. Souvent, je finis en disant qu'est-ce qu'on te souhaite. Non, mais je vais prendre le mot de la fin. Vas-y. Je vais d'abord remercier les gens qui ont écouté le premier épisode puis qui ont été assez généreux dans les commentaires et les gens qui m'ont écrit. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter un gars qui est pas dans l'œil du public parler de sa vie. Je suis heureux que ça vous a rejoint. J'espère que cette conversation-là va vous rejoindre aussi. J'invite les gens qui veulent communiquer à communiquer si ça leur tente, s'ils veulent plus de références sur des lectures, sur de la poésie, sur n'importe quoi, des réflexions. Je suis là. Sinon, j'invite les gens à C'est où la meilleure place pour entamer la conversation avec toi? Instagram. Monsieur Grosse Moustache. Monsieur Grosse Moustache, tout simplement. MR Grosse Moustache. Exact. Sinon, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast-là va être publié. Bientôt. Ouais. J'invite les gens à briser leur silence. J'invite les gens à parler. J'invite les gens à se tenir debout. J'invite les gens à dénoncer les injustices. J'invite les gens à prendre la parole, à se positionner, à réaliser qu'on vit dans une société qui est profondément inégalitaire, dans laquelle le racisme, entre autres, est endémique. Et j'appelle les gens à se lever, à manifester de la manière qu'ils vont vouloir, à s'éduquer, mais à joindre leur voix à la dénonciation qui est actuellement pour un changement qui va être, j'espère, perpétuel et j'espère structurel pour que plus jamais on revive des atrocités et des meurtres et du lynchage comme on a vu dernièrement aux États-Unis. Alors, je veux que ça soit ça mon mot de la fin, tout simplement. C'est magnifique. Joey, le monde a besoin de plus de Joanna. Fait que tu viens, on refait ça quand tu veux. Ben, merci, mon ami, j'apprécie. Je t'aime, t'es magnifique. Je t'aime aussi. Merci.